À l'académie du FBI, elle recevait beaucoup de regards étranges. On lui faisait des remarques qui semblaient être des plaisanteries, mais qui cachaient une question. Était-elle vraiment digne d'être là? Monique n'avait pas besoin de l'entendre directement. La façon dont beaucoup de ses collègues mettaient du temps à lui faire confiance le montrait bien. De plus, ses supérieurs examinaient ses décisions avec beaucoup d'attention avant de les approuver. Mais elle a persévéré. Chaque entraînement, chaque cours, chaque mission était pour elle une preuve qu'elle existait. C'était un combat silencieux qu'elle menait chaque jour. Elle ne cherchait pas seulement à résoudre des crimes, elle voulait aussi prouver à elle-même et aux autres qu'elle avait le droit d'être là. Sa vie personnelle n'était pas simple non plus. Monique n'avait pas vu sa mère depuis plusieurs années. Ce n'était pas par manque d'amour. Elle n'avait pas le temps et se sentait fatiguée. Monique ressentait également la pression d'être parfaite, très bonne dans tout et forte. Elle avait peur de montrer la moindre faiblesse. Elle pensait que tout s'écroulerait. L'affection s'était figée. Elle était coincée entre des appels téléphoniques reportés et des messages qui restaient sans réponse. Monique avait une petite sœur prénommée Camille. Camille lui envoyait parfois des messages pour lui dire qu'elle lui manquait et qu'elle voulait lui parler. Mais Monique se réfugiait dans son travail. Elle disait qu'elle était en mission et qu'il était trop risqué d'exprimer ses sentiments. En réalité, elle aussi avait envie de parler, mais elle avait appris à ignorer ses désirs. Au travail, elle était connue pour être froide et pensive. Elle avait l'esprit vif et savait repérer des schémas et des détails que les autres ne voyaient pas. Elle était organisée, avait un plan bien ficelé et savait mieux que quiconque comment se mouvoir dans les méandres d'une institution qui, bien que se prétendant juste, avait encore beaucoup de problèmes. Lors de nombreuses réunions, ses collègues masculins discutaient bruyamment et exprimaient plusieurs idées à la fois. Monique parlait peu, mais quand elle prenait la parole, tout le monde l'écoutait et se taisait. Elle savait bien choisir ses mots. Elle comprenait que la moindre erreur pouvait être utilisée contre elle. C'est pourquoi elle s'était entraînée à réfléchir soigneusement à chaque phrase avant de la prononcer. Malgré tout, il y avait une chose que personne ne pouvait lui enlever, un grand sens de la justice. Monique ne faisait pas ce qu'elle faisait pour la gloire, pour l'argent, ou par émotion. Elle le faisait parce qu'elle pensait que quelqu'un devait se battre pour ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Elle se souvenait de son père, des fois où il rentrait à la maison après avoir été injustement accusé d'avoir volé des outils au travail. Elle se souvenait aussi des moments où sa mère était triste parce qu'elle ne pouvait pas payer toutes les factures. Elle pensait également aux occasions où des voisins avaient été expulsés de leur maison à cause de dettes qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Pour Monique, être agent n'était pas seulement un travail. C'était une tâche importante dans sa vie. Ce matin-là, Monique ajustait son blazer devant le miroir. Elle regardait attentivement son reflet. Monique ressentait un mélange de fatigue et d'envie d'aller de l'avant. Ce sentiment l'accompagnait tous les jours. Elle savait que chacun de ses pas était observé, évalué et jugé. Saviez-vous qu'une erreur serait amplifiée? La moindre erreur coûterait très cher. Et pourtant, elle respirait profondément, remplissait ses poumons d'air et sortait. Dehors, le monde n'était pas tendre avec elle, mais elle ne cherchait pas l'attention. Elle était prête à tout affronter à nouveau, car elle n'avait jamais eu le choix. Elle s'appelait Monique. Elle était agent du FBI. Elle était issue d'un milieu difficile. Elle portait des cicatrices que personne ne voyait. Et elle avait une force que personne ne pourrait lui enlever. Monique se dirigeait vers le parking situé sous le bâtiment du FBI. Elle marchait d'un pas assuré, mais son esprit était envahi par ses pensées. Il était tôt le matin et la ville était calme. Du moins, elle semblait endormie. Elle savait que New York ne s'arrêtait jamais vraiment. Dans les ruelles, les immeubles hauts et les caves cachées, il se passait toujours quelque chose. Il pouvait s'agir d'une vente illégale, d'un échange secret ou d'un mensonge sur le point d'être découvert. Et maintenant, c'était à son tour de se retrouver au milieu de l'une de ces faussetés. Le magasin de voitures rapides, qui était la cible de la mission de cette nuit-là, attirait l'attention depuis des semaines. Les rapports internes indiquaient qu'il y avait des ventes à des prix très bas. Des modèles haut de gamme étaient vendus à moitié prix par rapport à leur valeur marchande habituelle. Ceux qui connaissaient le secteur comprenaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'une promotion exceptionnelle, c'était un moyen de dissimuler de l'argent, une arnaque, un plan qui avait mal tourné. Monique avait été choisie pour s'y rendre. Elle devait se faire passer pour une cliente. L'objectif était d'obtenir des informations et de découvrir qui était derrière tout cela. Dans l'ascenseur du parking, elle a vérifié son apparence dans le miroir. Elle portait un jean moulant,
un chemisier en soie bleu foncé et des talons moyens. Ce n'était pas trop exagéré, mais suffisamment élégant pour passer pour une acheteuse fortunée. Elle pouvait être une jeune héritière, une avocate à succès, ou même une médecin fatiguée qui voulait s'offrir une voiture de luxe. Monique avait le don de cerner les gens. Elle savait que les détails avaient leur importance. Une bague au bon doigt, une montre de marque et une façon de parler qui inspire confiance sans être arrogante. Tout cela peut changer si la personne est bien accueillie ou ignorée, comme si elle n'était qu'une simple curieuse. En conduisant dans les rues encore mouillées par la pluie matinale, elle repensait à la formation qu'elle avait reçue pour mener des opérations secrètes. C'était toujours une situation délicate. Il fallait convaincre les gens, sans oublier qui on était vraiment. Plusieurs agents allaient trop loin dans leurs fonctions. Ils oubliaient les limites et finissaient par se mettre dans le pétrin. Monique ne voulait pas finir comme ça. Elle savait qui elle était. Derrière le maquillage simple, les talons hauts et le sac en cuir, elle était Monique da Silva. Elle était la fille de Madame Rosa et la sœur de Camille. Monique était agent de police et avait dû surmonter de nombreuses difficultés pour en arriver là. Ce souvenir la maintenait fermement ancrée dans la réalité. Le magasin se trouvait dans un quartier éloigné, entouré d'entrepôts, d'ateliers et de petites boutiques. Quand elle gara sa voiture de l'autre côté de la rue, elle prit une profonde inspiration. Puis elle redressa les épaules et traversa la rue. Les lumières du panneau brillaient en bleu et argent, presque comme par magie. La vitre, qui ressemblait à un miroir, reflétait son visage alors qu'elle s'approchait. Monique ouvrit la porte avec précaution. Elle entendit le doux son de la sonnette électronique au-dessus d'elle. À l'intérieur, ça sentait le cuir neuf, les pneus brillants et le verre propre. Un jeune vendeur aux cheveux blonds portait un blazer très ajusté. Il l'accueillit avec un sourire qui semblait répéter. Il la conduisit à travers le magasin et lui montra les voitures rutilantes. Il y avait des Porsche, des Ferrari et des Lamborghini. Sa voix résonnait comme un bruit lointain dans la tête de Monique. Elle n'était pas là pour écouter des explications sur les moteurs, la puissance et le fonctionnement des roues. Elle observait les détails, les caméras de sécurité dans les coins, les employés qui la regardaient fixement, le directeur qui sortait d'une pièce éloignée et parlait à quelqu'un au téléphone, caché derrière une pile de papier. Tout en essayant les sièges en cuir de la Porsche bleu foncé, Monique prit discrètement son téléphone. Elle envoya un message à l'équipe du FBI disant « Pointa, OK. Je continue l'achat. » Le plan était simple. Elle conclurait la vente, paierait en espèces avec l'argent fourni par l'agence, prendrait les papiers, puis l'équipe technique découvrirait d'où venait la voiture, son histoire, et commencerait à démanteler le réseau. Mais Monique sentait une pression dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. C'était très simple. Le vendeur souriait beaucoup. Le directeur était très sympathique. Les remises étaient très importantes. Mais personne ne semblait s'en étonner. Lorsque Monique a demandé pourquoi une voiture qui coûtait 200 000 $ était vendue 100 000, le directeur s'est contenté de rire. Il a répondu qu'il faisait de la place pour les nouveaux modèles. Il a également déclaré que le marché était difficile et que les gens riches ne dépensaient plus autant qu'avant. De mauvaises excuses, a pensé Monique. Il était évident que ce n'était qu'une façade. Elle a écrit ces mots sur les papiers que le directeur lui avait remis avec un stylo doré. Elle a remarqué qu'il tremblait légèrement en voyant l'argent être compté devant lui. Monique n'était pas naïve. Elle comprenait que cet argent, pour eux, n'était pas seulement une vente. Il faisait partie d'un réseau beaucoup plus vaste. Ce réseau était peut-être un réseau de vol de voitures. Il était également lié au changement de châssis des voitures et à la falsification de documents. Tout cela était lié à des activités dans d'autres pays. Mais ce soir-là, elle devait tenir le papier jusqu'à la fin. Lorsque Monique quitta le magasin au volant de la Porsche, elle sentit le moteur tourner doucement entre ses mains. Elle éprouva un sentiment étrange, mêlé d'excitation et d'anxiété. Elle comprenait que ce n'était que le début. Il restait encore beaucoup à découvrir. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'était que ce travail allait complètement changer sa vie. Elle regardait attentivement la route, mais son esprit repassait tout ce qui s'était passé dans le magasin. Le directeur souriait. Les vendeurs semblaient très nerveux parce qu'ils réalisaient une grosse vente. Le bureau était au fond, avec les stores à moitié fermés. Tout avait une odeur étrange, comme si c'était faux, comme si quelqu'un pouvait ouvrir le rideau à tout moment et révéler que tout n'était qu'une mise en scène. Monique sentait,
grâce à ses nombreuses années d'expérience, que quelque chose n'allait pas. Le prix très bas n'était pas seulement une technique de vente. C'était un signe clair qu'il y avait là un jeu risqué, bien plus important que ce patron et ses sourires aimables. Elle travaillait depuis un certain temps au FBI et savait que mener des opérations sous couverture, c'était comme marcher dans un endroit très dangereux. La moindre erreur pouvait la faire tomber dans des eaux froides et agitées. Mais ce soir-là, l'eau semblait très calme. Monique avait l'impression qu'en signant ses documents et en sortant cette voiture du magasin, elle n'achetait pas seulement une Porsche. Elle achetait un billet pour un piège qu'elle ne pouvait pas encore voir. La voiture roulait sur l'avenue bien éclairée. Monique regardait tout autour d'elle et observait les réactions des gens. Les autres conducteurs jetaient des regards impressionnés. Une Porsche bleu foncé attirait toujours les regards. C'était particulièrement vrai lorsqu'elle était conduite par une jeune femme noire et élégante. Monique le savait bien. Elle savait qu'en plus du défi que représentait son travail, elle devait également supporter la pression des regards, des jugements et des histoires que les gens inventaient à son sujet. Parfois, c'était très fatigant. Parfois, c'était très difficile à supporter. Mais elle avait appris à utiliser cette pression comme source de motivation. En sortant du magasin, Monique ne pouvait s'empêcher de penser à la taille de ce réseau. Qui d'autre était impliqué? Comment les voitures s'étaient-elles retrouvées là? D'où venaient les faux papiers? Et surtout, qui gagnait de l'argent avec tout ça? Elle savait que le gérant n'était qu'un petit pion facile à remplacer. Le véritable chef de l'opération était loin de là. Il était protégé par plusieurs intermédiaires, par de faux contrats et par des noms qui n'étaient pas les leurs. C'était exactement ce genre de structure qu'elle voulait démanteler. Pendant qu'elle conduisait, le téléphone sonna doucement à côté d'elle sur le siège. C'était un message secret de son équipe. Il disait que le paiement avait été trouvé et qu'ils allèrent maintenant suivre la piste de l'argent. Monique ressentit une joie intense. Tout semblait en ordre. Tout semblait aller pour le mieux. Elle ne savait pas qu'à l'autre bout de la ville, les informations sur cette Porsche étaient déjà en cours de vérification dans les systèmes de la police. Cela déclencha des alarmes silencieuses qu'elle ne connaissait pas encore. Ce que Monique ne pouvait pas imaginer, c'était que cette voiture, qui semblait avoir des papiers en règle, avait un lourd passé. Le numéro de châssis, soigneusement modifié, cachait le fait que cette Porsche avait été volée quelques mois auparavant par un groupe de criminels à New York. Le coup était très bien monté. Les voitures étaient volées, les numéros changés et les papiers falsifiés avec tant de soin que même les vendeurs ne savaient pas d'où elles venaient réellement. Lorsque Monique a acheté la voiture, elle pensait avoir tout fait correctement. Et, selon les règles, c'était le cas. Le problème, c'est que dans le système de la police, la voiture figurait toujours sur la liste des véhicules disparus. Cette voiture était liée à un groupe violent et dangereux. Au commissariat central, le policier Jonathan a reçu une alerte dans le système. Il était connu pour son regard méfiant. Il s'intéressait à des détails auxquels les autres ne prêtaient pas attention. De plus, il avait un ego démesuré, qui le poussait souvent à dépasser les limites. Quand il a vu l'alerte concernant la Porsche bleu foncé qui circulait en ville, quelque chose en lui s'est mis à briller. Il ne savait pas qui était le conducteur, mais cela suffisait pour que la police passe à l'action. Monique, lorsqu'elle a tourné pour entrer dans son quartier, n'a rien remarqué autour d'elle. Elle pensait aux prochaines étapes de l'opération. Elle pensait également aux documents qu'elle devait rédiger et aux appels qu'elle devait passer. Si j'avais plus de temps, j'appellerais ma mère ce soir. C'était une promesse qu'elle se faisait toujours. Elle disait « Je t'appelle demain » ou « Je passe te voir demain ». Mais cela était toujours reporté. La lourde routine du travail l'empêchait de tenir ses promesses. Elle ne savait pas que cette nuit-là aurait une fin bien différente. Alors que Monique garait sa Porsche devant l'immeuble, elle vit dans le rétroviseur une voiture noire qui approchait lentement. Elle avait de petits gyrophares sur le toit. Un frisson lui parcourut le dos. Elle connaissait cette allure, ce rythme. Ce n'était pas le genre de voiture de quelqu'un qui passait par hasard. C'était le genre de voiture qui choisissait sa cible. Son estomac se noua. Avant qu'elle n'ait pu faire quoi que ce soit, les lumières rouges et bleues se mirent à clignoter. Un projecteur éclaira sa voiture. Elle ne voyait plus rien. Monique sentit quelque chose lui serrer la gorge. Ce n'était pas de la peur, mais de la frustration. Elle comprenait que, même avec tous ses papiers en règle et même en étant qui elle était, cela ne serait pas facile. Elle était une femme noire dans une Porsche bleu foncé. Il faisait nuit et elle se trouvait dans un quartier résidentiel.
Quiconque voyait la scène de l'extérieur aurait une opinion différente, et elle en était bien consciente. Au fond d'elle-même, Monique savait déjà que le piège avait été tendu, même si elle ne pouvait pas encore le dire. Quand elle vit Jonathan s'approcher, la main sur la hanche et le regard fixé sur elle, elle sentit qu'elle était sur le point de vivre un moment sans retour. À cet instant, toutes ses victoires, tous ses diplômes et toutes ses tâches accomplies lui semblaient soudain très fragiles. Il semblait trop fragile pour supporter la pression écrasante d'un système qui, souvent, ne voulait pas entendre la vérité. De l'extérieur, Jonathan était déterminé. Il ne savait pas qui était au volant. Je ne savais pas qu'elle était agent fédéral. Je ne savais pas qu'elle était en mission. Je ne savais rien d'autre que l'avertissement que j'avais reçu du système. L'avertissement disait qu'il s'agissait d'une Porsche bleu foncé avec des plaques d'immatriculation falsifiées. Cette voiture était liée à un vol qui avait eu lieu auparavant. Dans son esprit, il s'agissait simplement d'un autre voleur qui essayait de se déplacer librement dans la ville. Jonathan était le genre de personne qui ne laissait pas ce genre de choses se produire sans réagir. Il avait déjà reçu un avertissement de la part de la brigade des affaires internes. Il avait été accusé d'avoir utilisé la force excessive. Il avait également été accusé de parler sans réfléchir et de ne pas se soucier des conséquences, mais il trouvait toujours un moyen d'échapper à toute sanction. Il pensait qu'au final, tout était acceptable parce qu'il faisait son travail. Monique était-elle au courant? Non, pas encore. Elle savait seulement que lorsqu'elle avait ouvert la fenêtre de la voiture et vu le visage de Jonathan éclairé par la lumière, quelque chose dans l'atmosphère était devenu plus lourd et plus dangereux. Il ne l'avait pas regardé dans les yeux. Il avait seulement braqué la lampe torche sur son visage. La lumière l'avait fait fermer légèrement les yeux. Puis sa voix était venue, dure et forte. « Sortez de la voiture, lève les mains, maintenant. » Elle a essayé d'expliquer. Elle voulait parler d'une voix ferme. Mais l'irritation et l'indignation ont commencé à monter en elle. « Je suis agent fédéral. Je suis en mission. J'ai des documents. » Mais il ne voulait pas l'écouter. Sa formation lui avait appris à rester calme. Son intuition lui disait que ce n'était pas la bonne attitude à adopter. Même si elle essayait de rester calme, son corps se crispa lorsqu'il frappa du poing sur le capot de la voiture. Il lui ordonna de sortir immédiatement et la poussa par le bras lorsqu'elle tenta de parler à nouveau. La poussée la surprise. Son corps a heurté la voiture. Elle a senti le choc dans son dos et son bras. Sa tête a également heurté la portière. Son visage, brûlant à cause du frottement, a commencé à battre. Elle a senti que sa peau était sensible et commençait à enfler rapidement. Son visage n'était pas seulement douloureux à l'extérieur, il lui faisait mal parce qu'à ce moment-là, peu importait qu'elle soit agent du FBI, peu importait qu'elle fasse un travail important. Pour lui, elle n'était qu'une femme noire dans une belle voiture. Pour Jonathan, cela suffisait à faire ressortir tous les préjugés qu'il avait, comme s'il s'agissait d'un vêtement invisible qu'il portait depuis longtemps. Monique prit une profonde inspiration. Elle essaya une nouvelle fois d'expliquer qui elle était. « J'ai les papiers, j'ai la facture, je peux vous la montrer. » Sa voix était forte, mais Jonathan ne l'entendait pas. Il était trop concentré sur l'histoire qu'il avait inventée dans sa tête. Un conducteur suspect, une voiture volée et une résistance à l'arrestation. Il n'avait pas besoin de preuves. Il avait juste besoin de montrer qu'il avait le pouvoir. Il voulait sortir de là comme s'il était responsable de tout. Quand il lâcha les menottes, Monique comprit qu'elle devait agir vite. Non pas parce qu'elle voulait se battre, mais parce qu'elle savait que si elle était traitée ainsi, elle serait accusée de tout et n'aurait aucun moyen de se défendre. Elle n'était pas du genre à accepter l'injustice. Cette situation avait dépassé toutes les limites. Ainsi, lorsqu'il a essayé de lui saisir le bras, Monique a réagi. Ce fut un mouvement rapide, presque réflexe. Ce mouvement avait été entraîné pendant de nombreuses années. Elle a tourné son corps. Cela a fait perdre l'équilibre au policier. Puis elle lui a fait un croche-pied bien placé qui l'a fait tomber au sol. Elle n'avait pas l'intention de lui faire mal. Elle voulait seulement survivre et se protéger. Jonathan est tombé et a crié doucement. La seconde d'après, il a senti le bout de l'arme de Monique toucher son front. Son regard était fort et déterminé. Elle n'avait pas peur. Elle ne s'est pas arrêtée pour réfléchir. « Tu viens avec moi au poste ?» a-t-elle dit d'une voix ferme, sans laisser place à la discussion. Ce soir-là, Jonathan a réalisé pour la première fois qu'il n'avait pas accordé assez d'importance à la femme qui se tenait devant lui. Sa peur n'était pas seulement due au canon de l'arme. Il réalisa soudain qu'il avait attaqué une personne qui pouvait détruire tout ce qu'il avait construit avec beaucoup d'efforts et de pouvoir dans cette situation. Mais comme dans toute grande ville,
Rien ne reste caché très longtemps. Un groupe de policiers passait par là à ce moment-là et remarqua l'agitation. En quelques secondes, des gyrophares ont clignoté tout autour. Les hommes armés sont sortis des voitures. Ils ne se sont pas souciés de demander ce qui se passait. Ils ne voulaient pas savoir qui était qui. Ils ont juste vu leur ami à terre, immobilisé, et ont agi sans réfléchir, se précipitant vers Monique comme une vague rapide et puissante. Monique, préparée au pire, est restée vigilante et s'est défendue. Elle a bougé avec précaution. Elle voulait se défendre et arrêter les attaques, mais sans blesser personne d'autre. C'était une situation très difficile. Alors que la situation s'envenimait, quelqu'un a tiré un coup de feu. La balle a touché l'un des policiers à la poitrine. Il n'a pas été gravement blessé, mais cela a semé la panique. La bagarre s'est rapidement transformée en une mêlée générale. Les gens criaient et se donnaient des ordres. Monique s'est battue de toutes ses forces, mais elle n'était qu'une femme contre un groupe nombreux. En quelques minutes, elle a été encerclée, désarmée et menottée. Elle a été emmenée comme une criminelle, tandis que Jonathan recevait l'aide de ses amis. Lorsque Monique est montée dans la voiture de police, elle a senti son visage lui faire à nouveau mal. Elle sentait ses poignets serrés par les menottes. Elle sentait également la colère et la frustration brûler en elle comme un feu qu'elle ne pouvait éteindre. Elle comprenait qu'elle entamait un combat bien plus important que cette simple soirée. Saviez-vous que ce qui avait commencé comme une tâche facile s'était transformé en combat personnel? C'était devenu un piège bien ficelé, non seulement par des criminels, mais par tout un système qui voulait faire tomber ceux qui avaient le courage d'affronter ces vérités dérangeantes. Alors que la voiture de police s'éloignait, Monique ferma les yeux un instant. Elle n'allait pas abandonner ni pleurer. Elle s'était fait une promesse. Elle allait trouver un moyen de changer la situation, même si elle devait affronter toute la corruption, les mensonges et les abus qui se cachaient derrière les murs de cette ville. Elle n'était pas seulement une agente secrète en mission. Elle était une personne qui, depuis cette nuit-là, avait un nouvel objectif. Elle n'allait pas s'arrêter tant qu'elle n'aurait pas obtenu justice. Monique était assise à l'arrière de la voiture de police. Ses poignets portaient encore les marques des menottes. Elle avait très mal à la tête. La peau autour de son œil commençait à enfler et à prendre une couleur sombre. Cette couleur n'était pas seulement due au coup, mais aussi à une douleur qui venait de l'intérieur. La honte. Elle regardait par la fenêtre. Les lampadaires et les façades défilaient rapidement. Elle voyait tout différemment à cause des larmes qu'elle ne voulait pas laisser couler. Chaque secousse de la voiture lui rappelait ce qui venait de se passer. Chaque petit mouvement faisait ressurgir la blessure de l'injustice en elle. Elle ne s'était jamais sentie aussi profondément trahie par le système qui avait promis de l'aider. Ce n'était pas seulement la violence de Jonathan, ce n'était pas seulement le coup de poing, la manière violente dont ils avaient poussé la personne contre la voiture. C'était le poids de savoir que même en disant qui elle était et en montrant ses papiers, cela n'avait pas suffi. À ce moment-là, pour ces policiers, elle n'était pas la professionnelle expérimentée. Elle n'était qu'une femme qui avait déjà démantelé des groupes criminels, sauvé des gens et déjoué des plans pour l'argent sale. Non, pour eux, elle n'était qu'une femme noire avec une voiture qu'elle n'aurait pas dû conduire, dans un endroit où elle n'avait rien à faire. Alors que la voiture de police tournait pour entrer dans le parking du commissariat, Monique a commencé à se souvenir de quelque chose qui semblait avoir été caché pendant des années. Elle s'est souvenue de son père rentrant à la maison un jour. Il avait les yeux baissés et les épaules affaissées. Il avait toujours été un homme très fier. Il essayait de cacher les tristesses du monde à sa famille. Mais ce jour-là, il n'avait pas pu le cacher. Il avait été injustement accusé d'avoir volé quelque chose au travail. C'était un objet insignifiant, dont il ignorait même la valeur. Il avait été humilié devant ses amis et suspendu sans pouvoir se défendre. Monique, qui était adolescente à l'époque, avait vu son père pleurer seul dans sa chambre. Il s'était caché, pensant que personne ne l'entendait. Ce soir-là, elle a fait une promesse à elle-même. Elle a décidé qu'elle lutterait contre ce genre d'injustice. Elle ne permettrait jamais que quelqu'un soit maltraité par un système qui préférait juger plutôt qu'écouter. Et pourtant, elle était là, emprisonnée pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Elle avait été poussée dans le même trou qu'elle avait si souvent promis de protéger les autres. Quand ils sont arrivés au poste de police, Jonathan est sorti de la voiture en premier. Son visage était sale à cause de sa chute. Il était rouge, comme quelqu'un qui a eu peur. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de plus effrayant, de la colère. Ce n'était pas une colère irréfléchie et rapide. C'était une colère calme,
calculé, qui commençait déjà à réfléchir à la manière de se venger de l'offense qu'il avait subie. Il n'a pas regardé Monique lorsque les autres policiers l'ont sortie de la voiture. Ce n'était pas nécessaire. Elle avait remarqué quelque chose dans l'atmosphère. Il avait remarqué que les autres personnes parlaient à voix basse entre elles. Il avait également remarqué les regards rapides qu'elles échangeaient. Elles se préparaient à raconter l'histoire d'une manière qui leur serait favorable. Dans la salle d'enregistrement, Monique a essayé de parler. Elle a demandé à parler à ses supérieurs du FBI. Elle a demandé à passer un appel officiel. Elle a demandé qu'on regarde au moins ses papiers. Mais tout ce qu'elle a obtenu, ce sont des regards méfiants, des réponses froides et des voix qui lui disaient d'attendre. Ils lui ont dit que ce n'était pas le moment et qu'il devait d'abord enquêter sur la situation. En pratique, cela ne signifiait qu'une chose: gagner du temps, saper sa confiance et détruire son autorité. Jonathan, à côté, parlait au délégué qui était de service. Il gesticulait beaucoup et la montrait du doigt. On aurait dit qu'il avait attrapé la chef d'un groupe dangereux, comme s'il s'agissait d'un trophée. Monique ferma les yeux et respira profondément pendant un instant. Elle comprenait que dans ce jeu, chaque sentiment pouvait être utilisé contre elle. Elle savait qu'elle devait rester debout et garder son calme, même si tout en elle voulait crier. Sa mère lui disait toujours « Ils attendent que tu t'énerves. Ne leur donne pas ce qu'ils veulent. » Et pourtant, retenir toutes ses émotions lui faisait très mal, comme un coup dans le ventre. Lorsque la pièce s'est calmée, Monique a été emmenée ailleurs, menottée à une chaise. Elle est restée seule pendant plusieurs minutes. Le bruit de l'horloge au mur semblait se moquer d'elle. Chaque seconde qui s'écoulait sans que personne n'entende sa voix était une seconde de plus. Lorsque Jonathan est entré et a fermé la porte, elle a lentement levé les yeux. Il tenait un document dans sa main. C'était un rapport initial. Son regard montrait qu'il était satisfait. Il a commencé à parler et à porter des accusations. Il inventa des histoires et interpréta ce qui s'était passé comme si elle faisait partie d'un groupe de criminels. Monique tenta de l'arrêter. Elle voulait lui dire qu'elle était agent du gouvernement et qu'elle était en mission. Jonathan ne lui laissa pas le temps. Il voulait contrôler l'histoire. Il voulait changer les faits. Il voulait supprimer tout ce qui pouvait prouver qu'il avait tort. La lutte qui avait commencé dehors, dans la rue, se déroulait désormais ailleurs. Elle n'était plus physique, mais mentale. C'était une bataille pour préserver qui elle était, son honnêteté, face à un homme qui avait tous les micros et tout le monde à son écoute. Monique savait que le chemin serait difficile. Elle savait qu'il avait des gens qui l'aidèrent là-bas. Il pouvait changer ce que les gens disaient, modifier les documents et inventer des mensonges. Mais elle savait aussi autre chose. Elle n'était pas seule. Le FBI n'était pas idéal, et elle le comprenait mieux que quiconque. Mais elle avait des amis là-bas. Des amis qui l'admiraient, qui connaissaient son travail et qui ne laisseraient pas cela tomber dans l'oubli. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne commencent à poser des questions. Il voulait qu'elle réintègre le groupe. Pendant que Jonathan parlait, Monique le regardait sans détourner les yeux. Ne le provoque pas inutilement, ne le taquine pas. C'était le regard de quelqu'un qui savait que cette histoire ne s'arrêterait pas là. C'était le regard de quelqu'un qui réfléchissait à chaque détail, chaque phrase et chaque fait qu'il faudrait expliquer plus tard pour déjouer ce piège. Elle gardait tout en tête, les visages, les voix, les phrases importantes et les gestes. Elle savait que, le moment venu, elle aurait besoin de tous les détails. La bagarre physique de cette nuit-là était terminée, du moins physiquement. Mais le véritable combat ne faisait que commencer. C'était une bataille d'histoire, des versions et des voix qui tentaient de crier plus fort que les autres. Et là, assise seule dans la salle froide du commissariat, Monique fit une promesse à elle-même. Peu importe à quel point elle devrait se battre, elle ne resterait pas silencieuse. Peu importe le nombre de portes qui se fermeraient, elle trouverait toujours une opportunité. Au final, son histoire ne concernait pas seulement elle. Elle concernait toutes les personnes qui, comme elle, avaient déjà été mises à terre et refusèrent de rester au sol. Dans la salle froide du commissariat, Monique avait les mains menottées. Elle sentait un léger picotement à cause de la pression du métal. Chaque respiration lui semblait difficile. Ce n'était pas parce qu'elle était physiquement fatiguée, c'était parce que son esprit était épuisé. Comme si plusieurs couches s'étaient accumulées. Elle regardait de tous côtés, observant chaque recoin de la pièce. Les murs étaient en béton brut. Les chaises étaient usées. L'horloge tachée au mur avançait lentement, comme si elle se moquait du temps qu'elle perdait là. C'était un endroit que je connaissais bien. J'avais déjà visité de nombreux commissariats à travers le pays,
car je travaillais comme agent du FBI. Elle n'avait jamais été menottée du mauvais côté de la table de toute sa vie. Le commissaire entra peu après. C'était un homme de petite taille, vêtu d'un costume gris qui ne lui allait pas bien. Ses yeux semblaient fatigués et trahissaient de longues années de travail et de secrets. Il apporta une pile de papiers et jeta un rapide coup d'œil à Monique. Puis il détourna le regard comme s'il avait décidé qu'elle n'était qu'un numéro de plus à enregistrer. Monique essaya de parler plus fort. Elle essaya de montrer son identité. Elle voulait expliquer l'opération. Elle voulait prouver qu'elle était là en mission officielle. Mais chacun de ses mots semblait heurter un mur invisible. Le commissaire parlait peu. Il disait juste ce qu'il fallait pour qu'elle comprenne qu'à ce moment-là, ils étaient en train de vérifier les informations. Il dit également que, pour l'instant, elle était sous surveillance. Ces mots semblaient tellement vides de sens face à la dure réalité. Elle était en train d'être arrêtée. Peu importait qui elle était, peu importaient ses qualifications, peu importait le travail qu'elle avait accompli pendant de nombreuses années. Là, à ce moment-là, elle n'était qu'une femme. Elle avait les mains menottées et n'arrivait pas à croire ce qui lui arrivait. Elle était sur le point de se retrouver dans une situation juridique compliquée dont il lui serait très difficile de se sortir sans encombre. À l'extérieur de la pièce, Jonathan parlait avec d'autres policiers. Monique pouvait entendre des bribes de conversation. Elle entendait des mots isolés, des rires étouffés et des voix qui indiquaient qu'une histoire était racontée avec attention. Jonathan semblait calme. Il était très à l'aise et très sûr de lui. Monique comprenait pourquoi. C'était un homme qui avait l'habitude de gagner en utilisant son influence. Et non parce qu'il avait raison. Elle avait déjà vu des gens comme lui auparavant, mais elle n'avait jamais été la cible directe de l'un d'entre eux. Ce qui lui faisait le plus mal, ce n'étaient pas les coupures sur son corps. C'était le poids émotionnel de réaliser que le système auquel elle avait cru pendant si longtemps, qu'elle avait défendu, était maintenant le même système qui l'ignorait sans hésiter. Elle se souvenait de toutes les fois où elle avait risqué sa vie pour défendre la vérité et protéger des innocents. Elle se souvenait des personnes qu'elle avait aidées, des actions qu'elle avait menées et des documents qu'elle avait signés avec la certitude qu'elle croyait en la justice. À présent, tout cela semblait n'avoir aucune valeur. Un policier qui raconte une histoire différente. Un délégué qui ne veut entendre qu'une seule version des faits. Et ainsi, en quelques heures, sa réputation, sa liberté et son identité lui ont été retirées. Quand on l'a laissé passer un coup de fil, Monique a appelé directement le siège du FBI. Le téléphone tremblait dans ses mains. Ce n'était pas par peur, mais à cause d'une rage refoulée qui était sur le point d'exploser. Elle a donné des informations précises. Elle a rapporté tout ce qui s'était passé. Elle a donné des noms, des heures et des détails. À l'autre bout du fil, il a entendu qu'une équipe allait commencer à aider. Mais ils ont dit que tout devait être fait dans les règles. Monique comprenait ce que cela signifiait. Du temps. Un temps précieux, un temps qu'elle ne pouvait pas perdre. Quand ils ont emmené Monique dans la cellule provisoire, elle est restée debout. Les autres détenus la regardaient avec intérêt. Peut-être même ressentait-il une certaine admiration. Elle ne semblait pas à sa place dans cet endroit. Ses yeux, malgré son visage tuméfié, étaient clairs et déterminés. Ses pieds ne tremblaient pas. Elle s'assit sur le banc froid de la cellule et respira profondément. Son esprit était envahi par des pensées qui allaient bien au-delà des murs qui l'entouraient. Elle pensa à sa mère pendant un moment. « Tu te souviens de la dernière conversation que vous avez eue, il y a quelques semaines? Tu lui avais promis que tout allait bien, que tu t'occupais d'un autre problème et que tu viendrais bientôt dîner en famille. » Elle se souvint de la voix de sa sœur Camille. Camille lui demandait toujours si elle prenait soin d'elle-même. Elle lui demandait si elle mangeait bien et si elle s'était reposée un peu. Monique sentit une pression dans sa poitrine s'intensifier, mais elle ne laissa pas les larmes couler. Elle avait appris, depuis son enfance, à retenir ses larmes pour les moments où elle était seule. Dehors, le temps commençait à changer. Le commissaire parlait maintenant à Jonathan d'une voix plus basse. Il semblait inquiet et avait peut-être remarqué que la situation était plus compliquée qu'il ne le pensait. Mais Jonathan ne montrait aucun signe de culpabilité. Il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il devait agir vite. Il devait inventer une histoire convaincante avant que les collègues de Monique n'arrivent pour l'aider. Il était prêt à mentir, à tromper et à déformer la vérité. Dans la cellule, Monique se redressa et ferma les yeux pendant quelques instants. C'était comme si elle reprenait des forces.
Elle rassemblait ses forces pour affronter ce qu'elle savait qui allait se passer. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se contenter d'attendre l'aide des autres. Elle savait qu'elle devait rester vigilante, réfléchir avec soin et être prête. L'injustice de l'emprisonnement n'était que la partie visible d'un problème beaucoup plus grave et plus sombre. Au fond d'elle-même, une petite voix persistante lui disait que ce n'était que la première bataille d'une guerre qui n'avait pas encore de nom. Quelques jours passèrent, et le procès de Monique commença. La salle d'audience était bondée lorsqu'elle arriva. Il y avait des journalistes à l'extérieur. Les caméras étaient braquées sur la porte. Ils étaient impatients de prendre une photo qui ferait la une des journaux. Une agente fédérale impliquée dans un vol de voiture. C'était un sujet très intéressant pour les journaux et la télévision. À l'intérieur, les avocats, les policiers et les employés discutaient à voix basse. Ils regardèrent Monique tandis qu'elle se dirigeait vers la table de la défense. L'avocat commis d'office qui lui avait été attribué était un homme à la peau claire et portant des lunettes rondes. Il semblait très nerveux face à l'importance de l'affaire. Il manipulait ses papiers avec agitation et évitait de la regarder directement. Monique s'assit et leva le menton. Elle regarda attentivement le juge qui venait d'entrer. Il semblait très fatigué. Ses épaules étaient affaissées et il avait des cernes sous les yeux. Derrière cette fatigue, il y avait autre chose. Il y avait une peur cachée, presque imperceptible. Cette peur se manifestait dans le léger tremblement de ses mains lorsqu'il ajustait ses lunettes. Elle se voyait également dans la façon dont il regardait sur le côté, plutôt que vers Jonathan, qui était assis fièrement en face de lui. Monique le remarqua immédiatement. Quelque chose n'allait pas. Le juge n'était pas seulement fatigué. Il était sous pression. L'audience a commencé avec le procureur présentant les faits, ou plutôt les faits qui avaient été modifiés. Il a commenté l'achat de la Porsche. Il a également parlé des liens entre la voiture et un réseau de vol. Il a mentionné l'affrontement avec la police et les coups de feu qui avaient eu lieu. Il dressait un tableau très différent. Une agente qui avait dépassé les limites, qui s'était mêlée à des criminels, qui avait tenté de s'échapper de prison. Chaque mot était comme un coup de poing dans le ventre de Monique. Non pas parce qu'il s'agissait de preuves, mais parce que c'étaient des opinions erronées sur des faits réels. Ces opinions avaient été montées de toutes pièces pour la faire passer pour coupable. Elle regarda Jonathan qui était assis à côté de l'avocat. Il avait un léger sourire sur le visage, comme s'il savait déjà comment tout allait se terminer. Monique connaissait bien ce genre d'homme. Il avait l'habitude de contrôler tout ce qui l'entourait. Il utilisait ses contacts et faisait passer sa version pour la vérité avant que les faits ne soient vérifiés. C'était un jeu déloyal, et il jouait pour gagner. Lorsque vint le moment de la défense, l'avocat commis d'office se leva. Il toussa légèrement et ajusta les papiers avec ses mains tremblantes. Il montra les documents de Monique. Il expliqua qu'elle était agent de police et qu'elle était en mission. Elle avait acheté la voiture en toute légalité pour mener une enquête, mais il y avait quelque chose dans sa voix, un doute, une peur qu'il ne pouvait cacher. Monique a compris qu'il n'était pas seulement nerveux à cause de la pression normale liée à l'affaire. Il avait peur. Elle s'est sentie effrayée par cet endroit. C'était peut-être à cause du juge, ou de quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Le juge écoutait, mais Monique remarquait qu'il ne regardait pas directement les avocats. Il regardait attentivement les papiers devant lui, comme s'il voulait se cacher entre les pages. Pendant une petite pause, Monique a pu se détendre un peu. Elle a discrètement observé les regards que Jonathan et quelques autres policiers échangeaient au fond de la salle. L'atmosphère était tendue. C'était un mélange de peur et de confiance excessive. Elle comprenait ce que cela signifiait. Il y avait un plan. Quelque chose de plus grand qu'un simple procès rapide. Lorsque le juge revint pour rendre sa décision, l'air dans la salle semblait plus lourd. Monique respirait lentement. Elle sentait chaque battement de son cœur comme un tambour dans ses oreilles. Elle savait que la raison, les preuves et la vérité étaient de son côté. Mais elle savait aussi que, parfois, ce n'était pas ce qui comptait. Parfois, la peur, la pression et la malhonnêteté l'emportaient sur n'importe quelle preuve. Puis le coup est tombé. Le juge a prononcé un bref discours et, d'un ton hésitant, a déclaré que, d'après les informations qui lui avaient été communiquées, Monique resterait en détention. Elle est accusée de ne pas coopérer avec la police, de s'être associée à des criminels et d'avoir agressé des policiers. Ces mots l'ont profondément blessée, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Elle savait qu'il déformait la vérité, mais l'entendre officiellement, à voix haute, rendait tout cela plus réel et plus lourd.
Monique a gardé la tête haute et n'a pas voulu baisser les yeux. Elle savait que Jonathan attendait cela. Elle savait que les autres policiers voulaient la voir faible et vaincue. Mais, à l'intérieur d'elle, quelque chose a commencé à bouillonner. Pas une colère sans raison, mais une volonté calme et réfléchie. Elle a commencé à réfléchir à la suite. Elle pensait aux personnes qui étaient encore à ses côtés. Elle pensait également aux relations qu'elle pouvait utiliser pour découvrir la vérité derrière ce mensonge. Elle savait que le FBI ne laisserait pas l'un des siens sans enquête. Elle savait qu'il y avait des personnes importantes qui lui faisaient confiance. Ces personnes connaissaient son histoire et n'accepteraient pas cette version sans poser de questions. Lorsqu'on la ramenait hors du tribunal, entourée de gardes, Monique jeta un dernier regard au juge. Et, pendant cet instant, il vit quelque chose qu'il ne s'attendait pas à voir. De la tristesse pour ses choix. Ce n'était pas une culpabilité facile. C'était le regard d'un homme qui savait qu'il se mentait à lui-même, mais qui devait le faire pour une raison plus importante. C'est là que Monique en a eu la certitude. Il y avait plus dans cette affaire qu'elle ne le pensait. Alors qu'on la ramenait à sa cellule, Monique a fermé les yeux et a pris une grande inspiration. Le chemin à parcourir serait long. Elle entamait un combat qui n'était pas seulement le sien, mais celui de tout un système défaillant et plein de problèmes. Pour Monique, le plus difficile n'était pas d'affronter la solitude. Elle était déjà habituée à être seule. Elle s'occupait l'esprit. Le plus difficile était d'affronter le sentiment que quelque chose n'allait pas. C'était très lourd de savoir qu'elle avait tout fait correctement et qu'elle avait quand même été emmenée du mauvais côté de l'histoire. Combien de fois avait-elle entendu des personnes qui avaient souffert pleurer et dire que personne ne les croyait? Combien de fois leur avait-elle dit qu'elle ferait tout son possible pour changer cela? Et maintenant, elle était la victime, et personne ne lui faisait de promesses. La colère montait comme un nœud dans sa gorge. Ce n'était pas une colère incontrôlable, mais une colère calme. Cette colère brûlait lentement. Elle venait du fait qu'elle savait qu'elle avait été utilisée dans un jeu beaucoup plus grand. Elle pensait à Jonathan. Elle revoyait son sourire satisfait. Il avait une confiance qui semblait presque arrogante. Son regard disait « J'ai gagné ». Elle pensait au juge. Sa main tremblait tandis qu'il tenait les papiers. Son regard était fuyant et il avait du mal à cacher sa peur. Et surtout, elle pensait au système lui-même. Ce système était censé être son ami. Mais à ce moment-là, il l'avait traitée comme si elle n'avait aucune importance. Monique essayait de respirer profondément. Elle essayait également de mettre de l'ordre dans ses idées. Je savais qu'il était important de rester concentré. Saviez-vous que même emprisonnée, elle avait encore des gens qui l'aidaient. Le FBI ne l'aurait pas laissée seule pour toujours. Ses collègues étaient déjà à l'œuvre. Ils posèrent des questions. Ils demandaient des réponses. Mais il n'était pas facile d'être patient. Chaque minute passée là-bas était un rappel douloureux que, malgré tous les efforts pour aller de l'avant, une petite erreur, une dénonciation ou un mensonge bien raconté pouvait la renvoyer au point de départ. Le soir, allongée sur son petit lit, Monique regardait le plafond fissuré. Le bruit sourd des autres détenus dans le couloir semblait loin, presque étouffé. Elle n'avait pas peur des autres prisonniers. Elle n'avait pas peur de son corps. Elle ne ressentait pas non plus de tristesse pour elle-même. Ce qu'elle ressentait était une douleur bien pire. La douleur de voir ses victoires s'effondrer, non pas à cause d'elle, mais parce que quelqu'un avait choisi de la faire souffrir pour garder ses propres secrets. Elle pensait à ses amis qui travaillaient au FBI. Elle pensait à Céline, qui travaillait avec elle. Céline lui avait toujours fait confiance. Elle pensait à Nicolas. Nicolas était son chef. C'était un homme sévère, mais juste. Tu savais qu'il n'allait pas en rester là? Tu savais que pendant qu'il était là-bas, dehors, les pièces étaient déjà en train de bouger? Mais c'était difficile d'attendre. Monique n'était pas faite pour attendre. Elle avait été élevée pour agir. Elle devait suivre les indices. Elle devait démêler les mensonges. Être coincée et incapable d'agir était une souffrance qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle essayait de se souvenir de chaque détail qui pourrait l'aider. Comment Jonathan avait-il agi? Qu'avait dit le juge? Qui était présent? Elle savait que lorsqu'elle quitterait cet endroit, chaque souvenir pourrait être utilisé comme une arme. Elle savait qu'elle devait tout garder, chaque petit détail. Cela l'aiderait à changer la situation plus tard. Et au milieu de tout cela, il y avait aussi la douleur que chacun ressentait. Monique pensait à sa famille. Elle pensait à ce que sa mère pouvait ressentir. Elle pensait aussi à ce que sa sœur pouvait entendre aux informations. Elle pensait aux conversations qui n'avaient pas eu lieu, aux visites qui avaient été reportées, aux dîners qu'il s'était promis
et qu'il n'avait jamais pris. Le travail avait toujours été la chose la plus importante. Elle se disait toujours que c'était pour une bonne cause. Elle pensait qu'elle devait renoncer à certaines choses pour obtenir ce qu'elle avait obtenu. Maintenant, allongée dans cette cellule, seule, il lui était difficile de ne pas se demander jusqu'où cela avait-il valu la peine. Jusqu'où valait-il la peine de renoncer à sa propre vie? Cela avait-il aidé ou avait-il seulement rendu la personne plus faible? Au fond, il y avait quelque chose qui ne pouvait pas être brisé, une petite chose, mais qui ne pouvait pas être détruite. Cette chose brûlait en elle, même dans les moments les plus difficiles. Elle était sûre que peu importe le nombre de fois où elle tomberait, peu importe si elle était trahie ou si le jeu autour d'elle était très sale, elle n'abandonnerait pas. Abandonner, ce serait donner la victoire facilement à ceux qui voulaient la faire taire. Cela reviendrait à permettre à Jonathan et à ses amis de modifier la vérité à leur guise. Monique le savait, elle ne laisserait jamais cela arriver. Ainsi, alors que la nuit avançait et que la cellule était plongée dans le silence, Monique ferma les yeux, respira profondément et passa un accord avec elle-même. Quand elle sortirait de là, car elle savait qu'elle en sortirait, ce ne serait pas seulement pour laver son nom. Ce serait pour démanteler un à un tous les mensonges, toutes les tromperies et toutes les menaces qui se cachaient derrière cette audience inéquitable. C'était pour montrer que la vérité pouvait encore l'emporter, même lorsque tout semblait sans espoir. Au siège du FBI, les gens étaient déjà nerveux depuis la nuit dernière. Céline, collègue et amie de Monique, était devant un écran rempli de rapports. Elle rassemblait des informations provenant de différentes parties de l'entreprise. Elle comprenait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il était illogique que Monique ait été arrêtée dans le cadre d'une telle opération. Cela n'avait aucun sens qu'on l'accuse aussi rapidement sans qu'elle puisse se défendre. Lorsque l'agent Nicolas entra dans la pièce, son attitude montrait clairement qu'il savait qu'ils étaient confrontés à quelque chose de grave. C'était bien pire qu'une erreur administrative ou un travail mal fait. Nicolas était un homme réputé pour son calme et son intelligence dans ses décisions. Il ne montrait pas beaucoup ses émotions. Mais l'équipe savait que lorsqu'il regardait quelqu'un dans les yeux, c'était qu'il s'apprêtait à prendre des mesures importantes. Il posa ses mains sur la table. Il regarda Céline et dit à voix basse « Elle ne restera pas là-bas. Nous n'allons pas laisser les choses en l'état. » C'était une phrase simple, mais qui avait son importance. Quand un directeur des opérations parlait ainsi, cela signifiait que le FBI était sur le point d'agir, et pas à la légère. Les employés se mirent rapidement au travail. Il fallait d'abord examiner les registres détaillés de la prison. Il fallait rassembler tous les documents que Jonathan et ses amis avaient rédigés. Céline a été choisie pour s'en charger. Elle a examiné attentivement chaque mot des déclarations. Elle a marqué les passages qui n'avaient pas de sens. Elle a souligné les passages trop vagues. Elle a également mis en évidence les informations manquantes et qui semblaient étranges. Ce qu'elle a découvert ne l'a pas surprise. Elle a constaté que les horaires ne correspondaient pas. Les descriptions des événements n'étaient pas très claires. Les versions semblaient avoir été ajustées pour correspondre entre elles. C'était comme une pièce de théâtre mal préparée, qui essayait de paraître réelle. Pendant ce temps, un autre groupe s'est concentré sur le juge qui présidait l'audience. Nicolas a senti que quelque chose n'allait pas dans cette salle. Et ce n'était pas seulement une erreur de droit. C'était un sentiment de peur. Il avait déjà vu ce regard auparavant, dans d'autres situations professionnelles. Une personne qui subit des pressions n'a pas besoin de dire qu'elle est contrainte. Son regard, ses mains et son corps le montrent avant même qu'elle ne dise quoi que ce soit. C'est pourquoi ils ont décidé d'agir rapidement. Ils ont envoyé 2 agents discrètement au tribunal. L'objectif était de trouver une occasion de parler au juge en dehors des règles habituelles. C'était une action dangereuse, mais elle devait être menée. La rencontre a eu lieu en fin de journée. Le tribunal était déjà vide et les couloirs étaient calmes. Le juge était un homme aux cheveux gris. Son visage montrait qu'il était fatigué. Au début, il a essayé de ne pas céder. Il disait qu'il ne répondrait pas clairement. Il affirmait qu'il ne faisait que suivre ce qu'il avait vu. Mais Nicolas savait comment faire pression. Il n'avait pas besoin de crier ni de proférer des menaces. Il se contentait d'exposer les faits. Il parlait des erreurs commises dans l'affaire, des dangers de l'inaction et des conséquences de laisser une injustice se développer au sein même du système. Et peu à peu, le juge a commencé à s'effondrer. D'abord, il y a eu de longs silences et de profonds soupirs. Puis, il a admis avec hésitation qu'il avait reçu des menaces.
Une fois les mots sortis, ce fut comme si un barrage avait cédé. Le juge a déclaré avoir été persécuté et intimidé. Il a également raconté que des policiers liés à Jonathan avaient menacé sa famille. Il a parlé de nuits où il n'arrivait pas à dormir. Il a également mentionné des appels téléphoniques étranges et des notes anonymes. Il a reconnu que le changement de décision n'était pas dû à de nouvelles preuves, mais à une grande crainte pour sa sécurité et celle de sa famille. Nicolas a tout enregistré. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ils avaient désormais la piste à suivre. De retour au siège, Céline rassembla les informations à ses côtés. Les preuves montraient clairement la situation. Jonathan avait contrôlé l'affaire depuis le début. Il avait utilisé son pouvoir au sein de la police locale. Jonathan avait donné différentes versions et créé une histoire qui l'avait aidé à cacher ses erreurs. Et maintenant, avec les aveux du juge, la voie était libre. Ce n'était plus seulement un problème interne. C'était une affaire gouvernementale. L'ambiance au FBI était très différente. Ce qui n'était auparavant que la méfiance de quelques personnes proches était désormais devenu un sujet important. Monique n'était pas seulement une personne emprisonnée sans raison. Elle représentait quelque chose de beaucoup plus grand. Un problème grave dans le système. Une faille qui devait être mise en évidence et corrigée. Le directeur régional a autorisé des mesures plus sévères. Des équipes ont été envoyées pour surveiller tous les faits et gestes de Jonathan. Elles vont vérifier tous ses contacts, tous ses comptes bancaires et tous ses appels téléphoniques. Pendant ce temps, dans la prison, Monique ne comprenait toujours pas bien ce qui se passait à l'extérieur. Elle sentait qu'il y avait du mouvement. Elle percevait les regards sérieux des gardiens et les conversations à voix basse dans les couloirs. Elle remarquait que quelque chose était en train de changer, mais elle n'en était pas sûre. Le temps dans cet endroit semblait différent, comme s'il était étiré au maximum. Chaque heure passait lentement. Chaque repas servi dans un plateau en plastique semblait identique au précédent. Malgré tout, Monique restait attentive. Elle gardait en tête chaque détail, chaque son et chaque visage qu'elle voyait. Elle comprenait qu'elle devait tout mémoriser pour plus tard. Ainsi, elle pourrait reconstituer les événements et raconter la véritable histoire. Cela l'aiderait à démanteler la version créée par Jonathan. Le soir où les agents du FBI ont pu parler à Monique, elle a ressenti un véritable espoir pour la première fois. Ils ont été rapides et prudents. Ils savaient que chaque seconde comptait. Ils lui ont raconté ce qu'ils avaient trouvé. Ils lui ont assuré qu'ils faisaient quelque chose. Ils lui ont dit qu'elle n'était pas oubliée ni laissée de côté. Monique a écouté en silence. À la fin de la conversation, elle a souri pour la première fois depuis des jours. Un petit sourire discret, mais qui montrait la force de quelqu'un qui savait que l'attaque contre son adversaire avait enfin commencé. Elle s'est couchée ce soir-là, en sachant qu'il lui restait encore beaucoup à faire. Elle savait que ses ennemis n'allaient pas abandonner facilement. Jonathan était quelqu'un qui se battait jusqu'au bout. Il utilisait toutes les ruses qu'il avait dans son sac, mais elle savait aussi qu'elle n'était pas seule. Et cela faisait une énorme différence. Avec la vérité de son côté et les bons amis à ses côtés, elle commençait à voir une issue au bout de ce tunnel sombre. Elle était plus que prête à se battre. Ce n'était pas seulement pour elle. Elle se battait pour tous ceux qui avaient déjà été lésés par le même système corrompu qui tentait maintenant de lui nuire. Pascal a gardé le secret autant qu'il a pu. Pas parce qu'il était avec elle, pas parce qu'il était lâche comme la plupart des gens, mais par peur. C'était une peur très forte. C'était une peur qui s'installe tranquillement. Une peur qui s'installe chez nous et dort avec nous. C'est une peur qui pousse un homme comme lui, qui a beaucoup d'expérience et qui a une belle vie, à fermer sa porte à double tour le soir. Il vérifie aussi 3 fois les fenêtres avant d'aller se coucher. Il se réveille en sueur au milieu de la nuit, avec l'impression que quelqu'un l'observe de l'extérieur. L'histoire a commencé la semaine avant le procès. Il a reçu un appel inconnu alors qu'il était en train de manger avec sa femme. Une voix masculine forte a dit des choses claires. Elle a dit qu'elle savait où il habitait. Elle a également dit qu'elle connaissait les horaires scolaires de ses filles. Elle l'a averti que des accidents pourraient arriver à des gens bien si la justice n'était pas rendue correctement. À ce moment-là, Pascal pensait encore qu'il pouvait résoudre le problème par ses propres moyens. Quiconque raconterait ce qui s'était passé bénéficierait de la protection du système. Le lendemain, il a trouvé des photos imprimées de sa femme marchant dans le parc avec les enfants. Les photos étaient dans la boîte aux lettres, sans aucun message. C'est alors qu'il a compris qu'il était seul. Ce furent des jours de peur cachée. Les menaces se sont intensifiées de manière silencieuse. Il n'y avait pas de bruit, pas d'agression manifeste,
mais une grande précision. Tout était pensé pour lui montrer que tout choix différent de la direction donnée causerait des problèmes aux personnes qu'il aimait le plus. Lorsque Pascal a annoncé lors de l'audience que Monique avait été condamnée, il a eu honte, pas pour elle, mais pour lui-même, à cause de sa propre faiblesse, à cause de sa capitulation. Maintenant, là, devant les deux policiers, il comprenait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Nicolas, le regard ferme, a finalement commencé à parler. « Vous savez que si vous restez silencieux, vous aiderez un groupe de criminels. Nous ne sommes pas ici pour soigner notre image. Nous sommes ici pour démasquer les mensonges. » C'est à ce moment-là que le juge a perdu toute son autorité. Il n'arrivait plus à se présenter sous son meilleur jour. L'autorité avait disparu de son visage. Il s'est assis lentement. Il a ajusté sa veste comme pour vouloir un peu de respect. Puis il a commencé à parler. Il a tout raconté. Il a décrit chaque lien. Il a donné des noms. Il a parlé des rendez-vous rapides qui avaient lieu dans les parkings. Il a également mentionné les billets qui étaient laissés sur le pare-brise de la voiture. Et il a parlé des sourires étranges de Jonathan lorsqu'il se promenait dans les couloirs du tribunal. Il a dit qu'il savait depuis le début que Monique n'était pas coupable. Les preuves contre elle étaient faibles et peu fiables. Le comportement de Jonathan montrait qu'il essayait de cacher quelque chose. Mais malgré tout, il lui avait laissé une chance. Vous aviez décidé de défendre votre famille, au lieu d'agir comme il fallait. Et maintenant, il portait ce poids sur ses épaules. Ce poids l'empêchait de se regarder dans le miroir chaque matin. Nicolas et Céline ont enregistré chaque mot, avec l'accord de tous. Il n'y avait plus de place pour le silence. À partir de ce moment, le juge est devenu la personne la plus importante pour démasquer le plan diabolique qui avait conduit Monique en prison. Il comprenait qu'il devait agir rapidement. Plus Jonathan resterait en liberté, plus il aurait de temps pour dissimuler des preuves, menacer de nouvelles personnes susceptibles de parler ou s'enfuir. Ils avaient désormais la bonne piste. Il ne leur restait plus qu'à tirer dessus de toute leur force. De retour au siège du FBI, les experts ont transcrit et analysé les enregistrements audio du témoignage de Pascal. Chaque phrase était approuvée. Chaque nom mentionné était relié à d'autres données. Céline organisait les informations avec beaucoup de calme et de précision. Je savais qu'il travaillait sur quelque chose d'important. Une petite erreur pouvait tout gâcher, mais la pression augmentait à chaque minute qui passait. En effet, tant que Monique était en prison et Jonathan en liberté, la vérité restait cachée. L'équipe du FBI est passée à la deuxième étape. Elle a enquêté sur les informations fournies par le juge. La voiture utilisée pour kidnapper la famille a été repérée par des caméras de surveillance dans des quartiers résidentiels. Les plaques d'immatriculation correspondaient à celles d'une voiture appartenant à l'un des amis de Jonathan. Interrogé, le policier a d'abord nié, mais face aux preuves, il a fini par avouer « Oui, il avait aidé à se venger du juge. Et oui, c'était Jonathan qui avait tout planifié. » Les aveux ont commencé à s'accumuler. Les uns après les autres, les complices ont commencé à craquer. Personne ne pensait que le juge parlerait. Personne ne s'attendait à la détermination de Monique, ni à la loyauté de ses amis. Maintenant, avec les enregistrements audio et les déclarations des amis de Jonathan, l'affaire prenait une autre tournure. Ce qui était auparavant une fausse accusation contre une policière était désormais une organisation corrompue au sein de la police qui était peu à peu démantelée. En prison, Monique a reçu la visite de Nicolas. Il est entré et s'est assis en face d'elle. Pour la première fois depuis des semaines, elle vit l'espoir dans les yeux d'une autre personne. Nicolas lui dit clairement que la vérité était en train d'être révélée. Les preuves étaient réunies. Le juge avait tout raconté. Et bientôt, elle serait libre. Mais en plus, il lui promit qu'il n'arrêterait pas tant que tous ceux qui étaient impliqués n'auraient pas été punis. Monique n'était pas triste. Ce n'était pas parce qu'elle n'était pas heureuse. Mais à ce moment-là, elle sentait qu'elle ne pouvait plus retenir ses larmes. Il y avait quelque chose de plus grave qui se passait. C'était son honneur qui était restauré. La justice était rendue. C'était la prise de conscience que, même après tout ce qui s'était passé, même après avoir été mise à terre, elle pouvait encore se relever la tête haute. Et là, dans cette prison qui, pendant des semaines, semblait avoir détruit sa bonne image, Monique a compris que ce n'était pas la fin, mais le début. Le début d'une nouvelle bataille. Une lutte qui n'était pas seulement la sienne. C'était celle de tous ceux qui avaient été réduits au silence, de tous ceux qui avaient été laissés de côté lorsqu'ils avaient essayé d'agir correctement. Maintenant que son nom était blanchi, la vérité allait enfin être révélée.
Elle allait être mise au grand jour, criée. Et cette fois, personne ne resterait silencieux. Les personnes qui travaillaient au siège du FBI s'affairaient rapidement, mais de manière organisée. Chaque mouvement, chaque son et chaque frappe sur le clavier étaient coordonnés dans un travail d'équipe. C'était comme un grand corps bien entraîné qui savait enfin où se concentrer. Monique, qui était toujours en prison, était devenue le centre d'une action qui ne visait pas seulement à la faire sortir de là. Maintenant, l'opération cherchait également à révéler dans les moindres détails le réseau malfaisant que Jonathan avait créé dans les coulisses. Céline, le teint fatigué et le regard déterminé, dirigeait le groupe qui analysait les données numériques. Les photos des caméras de sécurité des voisins du juge ont été soigneusement collectées. Chaque vidéo était visionnée lentement. Chaque reflet sur les vitres des voitures était agrandi. Chaque numéro de plaque d'immatriculation était lu calmement. Le travail n'était ni rapide ni facile. Mais elle savait qu'elle devait le faire. Il n'y avait pas de place pour le doute. Ils avaient besoin d'informations véridiques et irréfutables. Après de nombreuses heures d'enregistrement, un détail est apparu. Une camionnette noire passait lentement devant la maison du juge. Sa plaque d'immatriculation était légèrement visible, reflétée dans un rétroviseur. Ce petit détail a suffi pour ouvrir la prochaine piste. La plaque indiquait le nom d'un des policiers qui travaillait avec Jonathan. Jonathan était un homme réputé pour sa grande loyauté. Lorsqu'on l'a convoqué pour être interrogé, il a tenté de refuser. Il a essayé de s'en tenir à l'histoire qu'il avait racontée auparavant. Mais les images parlaient d'elles-mêmes. Les policiers lui ont montré les preuves. Ils lui ont présenté les vidéos, les enregistrements GPS et les signaux de téléphone portable qui correspondaient aux informations de la nuit de l'enlèvement. Avec le temps, le mur de protection qu'il avait construit a commencé à se fissurer. Il savait qu'il ne pouvait pas rester fidèle éternellement. Ce n'était pas possible, alors que la vérité se rapprochait de lui. Et puis, finalement, il a accepté. Son témoignage a été très impressionnant dans la salle d'interrogatoire. Non seulement il a reconnu avoir participé à l'enlèvement et aux menaces, mais il a également raconté les rendez-vous secrets, les plans élaborés dans des bars et des parkings éloignés, et les conversations dissimulées sous des rires qui n'étaient pas sincères. Il a donné les noms des autres policiers qui avaient participé, les itinéraires qu'ils avaient empruntés pour échapper aux caméras et les codes qu'ils utilisaient dans leurs messages. Il a évoqué la peur de Jonathan. Il a expliqué que beaucoup agissaient non seulement par loyauté, mais aussi par peur. Jonathan n'était plus qu'un ami. Il connaissait des secrets. Il avait rendu des services par le passé. Il avait du pouvoir sur des personnes qui étaient au-dessus et en dessous de lui. Pendant que les agents notaient tout ce qui se disait, Céline et Nicolas comparaient les informations avec d'autres sources. Le réseau commençait à se dessiner. Il ne s'agissait pas d'un cas isolé. C'était une carte qui montrait clairement l'étendue de la corruption, de l'extorsion et de la violence dissimulée. Cela se produisait dans différentes branches de la police. Et au milieu de tout cela, se trouvait Jonathan, agissant avec l'assurance de celui qui s'est toujours cru au-dessus des règles. À l'intérieur de la prison, Monique a commencé à recevoir des informations secrètes. Les gardiens, certains qui l'avaient déjà vu lors d'autres opérations, d'autres qui trouvaient simplement son passé intéressant, lui remettaient de courts messages. Ce n'étaient pas des messages complets ni des vérités claires, mais cela suffisait pour qu'elle comprenne que la situation empirait. Et, plus important encore, qu'il ne lui avait pas tourné le dos. Assise dans un coin de la prison, elle réfléchissait clairement. Elle se remémorait tout ce qui s'était passé. Le coup monté au tribunal, les menaces contre le juge et les actions de Jonathan. Tout commençait à prendre sens. Tout commençait à s'assembler. Au siège du FBI, les experts en technologie ont travaillé toute la nuit pour examiner les téléphones portables qui avaient été confisqués aux policiers ayant participé à l'affaire. Parmi les photos, les enregistrements audio et les messages supprimés, ils trouvèrent des éléments qui, pris isolément, semblaient sans importance. Mais une fois assemblés comme les pièces d'un puzzle, ils révélaient une histoire forte, une image envoyée depuis la forêt où le juge avait été emprisonné, avec des informations de localisation encore cachées dans les données de la photo. Un enregistrement audio mal effacé fut récupéré à l'aide de logiciels spéciaux. Dans cet enregistrement, la voix de Jonathan demandait que tout reste sous contrôle et que aucune piste n'apparaisse.
Des messages enregistrés contenaient des informations sur des commandes, des transferts d'argent qui semblaient étranges, et des mouvements d'argent qui ne correspondaient pas au salaire déclaré. Chaque nouvelle pièce ajoutée au tableau d'enquête menait à la même conclusion. Monique avait été piégée. La Porsche, l'arrestation et l'approche agressive, tout faisait partie d'un plan visant à la faire tomber et à détourner l'attention des actions menées par le FBI au même moment. Le coup n'était pas seulement dirigé contre elle en tant qu'individu. Elle s'opposait à la façon dont les choses se passaient. Il s'agissait d'une attaque planifiée pour semer la confusion. L'objectif était de démoraliser et de protéger un réseau criminel qui existait depuis des années, voire des décennies. Nicolas, après une journée entière de travail, a réuni l'équipe dans la grande salle. Il savait qu'ils atteignaient leurs limites physiques. Beaucoup n'avaient pas dormi et n'avaient pas pris le temps de manger, mais il savait aussi qu'ils étaient trop près du but pour faire demi-tour. Il a regardé chacun dans les yeux, les a remerciés pour leur travail et a déclaré « L'heure est venue de faire la présentation finale ». Il fallait rassembler les preuves de manière à ce que personne ne puisse les ignorer et qu'elles ne puissent être modifiées. Lorsqu'elles seraient présentées au tribunal, elles devaient constituer un coup dur, sans détour et précis. Jonathan ne devait pas avoir la possibilité de s'exprimer, et les avocats ne devaient pas avoir la possibilité de modifier ce qui avait été dit. Quelques jours plus tard, un nouveau procès eut lieu. Nicolas sortit de la voiture et regarda l'entrée du tribunal. À ses côtés, Céline portait la mallette noire qui contenait tout. Dans la mallette se trouvaient les vidéos, les enregistrements audio, les images et les rapports d'enquête. Il y avait également les déclarations signées. Chaque élément de la vérité avait été recueilli avec soin et rapidité au cours des derniers jours. Ils n'étaient pas là pour discuter, mais pour montrer. Ils n'allaient pas demander de changer d'avis. Ils allèrent montrer, avec des preuves claires, qu'une femme innocente avait été utilisée comme bouc émissaire dans un complot qui avait commencé par la corruption au sein des institutions et s'était terminé par des menaces contre toute la famille. Monique est sortie de sa cellule peu avant leur arrivée. Cette fois-ci, les gardes ne les regardaient pas avec méfiance. Il n'y avait pas non plus le sarcasme que j'avais ressenti les premières semaines. Il y avait du respect. Même sans parler, il y avait du respect dans la façon dont ils l'accompagnaient. Ils semblaient comprendre qu'ils étaient en présence de quelqu'un qui avait non seulement supporté l'injustice, mais qui était désormais plus forte. En se dirigeant vers le tribunal, vêtue de l'uniforme orange qui la rendait honteuse, Monique sentait son cœur battre fort. Elle était nerveuse, c'était certain. C'était une tension qui précède le grand combat, semblable au silence qui précède le signal de départ d'une course qui va tout décider. Dans la salle d'audience, presque tous les sièges étaient occupés. Des journalistes spécialisés dans la justice pénale, des reporters politiques et des experts en sécurité publique. Tous s'attendaient. Les rumeurs sur l'affaire s'étaient répandues, et le nom de Monique était à nouveau sur toutes les lèvres. Auparavant, elle était qualifiée d'agent impliqué dans des vols de voitures. Maintenant, les gens disaient qu'elle était la pièce maîtresse d'un plan impliquant des autorités et des entreprises entières. Mais elle ne se laissait pas influencer par ce revirement de situation. Pour elle, ce n'était pas une présentation. C'était une vie. C'était le respect. C'était un avenir qui restait à écrire. Lorsque le nouveau juge est entré dans la salle, l'atmosphère a changé. Les personnes présentes ont semblé changer d'attitude sans s'en rendre compte. Contrairement à Pascal, cet homme dégageait une énergie différente. C'était un juge fédéral réputé pour ne tolérer ni les manœuvres politiques, ni les stratagèmes juridiques. Il était connu pour écouter les situations et analyser les preuves avec beaucoup de calme. C'était un juge qui écoutait sans parler, mais qui ne laissait jamais les injustices impunies. Monique le regarda et comprit pour la première fois depuis longtemps qu'elle avait une chance d'être entendue par quelqu'un qui n'était pas prisonnier de la peur. L'audience commença avec le procureur de la ville. Ils essayaient toujours de défendre les anciennes idées, mais leurs mots semblaient faibles, dépassés et hors de propos. Lorsque Nicolas se leva pour présenter les nouvelles preuves, l'ambiance de l'audience changea. Il parlait clairement et avec assurance. Mais c'était dans les documents et les photos que la véritable force apparaissait. Tout d'abord, parlons des vidéos qui montrent la rue du juge. Ensuite, il y a les enregistrements audio qui ont été récupérés avec la voix de Jonathan. Les conversations entre les policiers, les transferts d'argent entre les banques, les déclarations. Tout était en ordre. Tout était très bien organisé pour ne laisser aucune place au doute. Le juge regardait tout sans rien dire,
Mais ses yeux trahissaient ses sentiments. Il écrivait rapidement. Il secouait légèrement la tête. De temps en temps, il s'arrêtait un instant, comme s'il réfléchissait à quelque chose d'important. Au moment de montrer la déposition enregistrée du juge Pascal, la salle est devenue complètement silencieuse. L'image de cet homme qui avouait, la voix émue, avoir condamné une femme innocente parce qu'il craignait pour la vie de ses filles, a frappé tout le monde comme un coup de poing. Impossible de regarder sans ressentir un malaise au creux de l'estomac. À la fin de la présentation, le silence dans la salle a duré longtemps. Il n'y avait plus rien à dire. Le procureur, clairement affecté, n'a pas tenté de se défendre. La vérité est apparue de manière très claire et forte. Lorsque le juge a repris la parole, sa voix était forte, sérieuse et sans hésitation. Il a annulé le jugement précédent. Monique n'avait plus aucune obligation. Elle était libérée de toutes les accusations, mais cela ne s'est pas arrêté là. Il a ordonné l'arrestation immédiate de Jonathan et des autres personnes impliquées avec un document fédéral. Il a déclaré que le tribunal avait reconnu que les droits de Monique avaient été violés. Le tribunal a décidé qu'une procédure civile devait être engagée pour indemniser Monique financièrement et moralement. À ce moment-là, Monique n'était pas triste et ne pleurait pas. Son corps était immobile. Ses yeux, cependant, avaient pris un éclat différent. Ce n'était pas vraiment de la joie. C'était quelque chose de plus sérieux. C'était un soulagement. C'était la dignité qui revenait. C'était la justice qui pouvait à nouveau vivre, après avoir été suspendue pendant des semaines. Céline lui a légèrement tapoté l'épaule alors qu'elle quittait la salle. C'était un geste simple, mais très important. Elles se sont regardées. Personne n'a rien dit. Mais entre elles, il existait un accord plus fort que l'uniforme, la position ou l'organisation. Alors que les applaudissements silencieux de la justice commençaient à se faire entendre dans les couloirs du tribunal, de l'autre côté de la ville, l'obscurité se déplaçait sans faire de bruit. Jonathan n'était plus chez lui. Les volets de son salon étaient baissés. Les lumières étaient éteintes. Le courrier s'empilait dans la boîte aux lettres. Tout cela témoignait de la négligence et de l'abandon. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est qu'il avait disparu 2 jours avant la dernière audience de Monique. Il savait déjà que la situation devenait difficile. Et il savait aussi que s'il restait assis, il serait arrêté devant les caméras. Jonathan n'était pas du genre à admettre ses erreurs. Il enterrait les autres et disparaissait avant que quelqu'un ne puisse commencer à creuser. La décision de s'enfuir n'a pas été prise du jour au lendemain. Il s'y préparait depuis qu'il avait reçu le premier appel du FBI pour parler officiellement. Dès cette semaine-là, il avait senti qu'il perdait le contrôle. Les messages de ses amis avaient commencé à se faire plus rares. Les réponses qui arrivaient auparavant rapidement prenaient désormais beaucoup de temps. Les faveurs n'étaient plus rendues de la même manière. C'était un signe évident. Ses alliés s'éloignaient. Chacun se débrouillait pour sauver sa peau. Lorsqu'il s'en rendit compte, il commença à prendre ses distances avec le calme de quelqu'un qui a toujours eu un plan. Jonathan connaissait des gens un peu partout. Pendant qu'il travaillait dans la police, il avait conclu des accords secrets avec des criminels et des hommes d'affaires véreux. Un petit coup de main ici, un peu de protection là, des documents qui disparaissaient facilement en échange d'une aide ultérieure. Il savait que s'il avait un jour besoin de disparaître, il aurait un endroit où aller, et c'est ce qu'il fit. Pendant la nuit, il quitta son appartement. Il a changé 2 fois de voiture. Il a utilisé de faux papiers qui étaient prêts depuis des mois. Les identités avaient été fabriquées par des hackers qui travaillaient pour lui. Il n'a utilisé aucune carte bancaire. Il n'a pas non plus activé de traceur. Il a simplement disparu, comme de la fumée emportée par le vent. Les autorités ont réalisé que Jonathan avait disparu seulement lorsque l'officier chargé de l'arrêter est arrivé à l'immeuble où il vivait et a constaté qu'il n'y avait personne. Le voisin le plus proche a déclaré ne pas l'avoir vu depuis plusieurs jours. Un livreur a déclaré avoir emporté des meubles au petit matin. Il a raconté avoir été aidé par 2 hommes qui ne semblaient pas être de la ville. Les caméras de sécurité de l'immeuble étaient éteintes depuis la semaine dernière. Ce n'était pas un hasard. C'était fait exprès. Lorsque l'information sur la fuite est parvenue au bureau du FBI, l'équipe s'est mise au travail comme d'habitude. Mais cette fois-ci, ils avaient un poids plus lourd sur le cœur. Ils savaient qu'ils n'étaient pas seulement à la recherche d'un criminel. Ils recherchaient une personne qui avait contrôlé le système de l'intérieur. Cette personne connaissait mieux la loi que n'importe quel criminel ordinaire. Et pire encore, c'était quelqu'un qui avait déjà prouvé que, pour se protéger,
Il était capable de dépasser toutes les limites. Monique apprit l'évasion quelques heures après avoir été innocentée. Elle était assise sur un banc en pierre derrière le siège du FBI. Elle essayait de retrouver un peu de normalité dans l'air frais de cette matinée. Lorsque Nicolas s'approcha, il n'eut pas besoin de parler beaucoup. Son regard et sa voix calme suffirent à lui faire comprendre. Jonathan s'était enfui. Ce fut un coup de poing dans l'estomac. Une fin abrupte après la victoire. Mais elle ne se laissa pas abattre. Monique avait appris dans sa vie que certaines victoires ne sont que partielles. Elle devait faire le reste pour aller jusqu'au bout. Les jours suivants furent consacrés à suivre la trace du fugitif. Nicolas créa une équipe spéciale. Ce n'était pas une procédure habituelle. Jonathan était plus qu'un simple fugitif. Il représentait un danger évident pour la sécurité du système. La recherche devait donc être rapide, discrète et très efficace. Ils commencèrent par les pistes les plus évidentes, les registres des aéroports, des routes et des frontières. Mais Jonathan était trop intelligent pour commettre ce genre d'erreur. L'enquête prit une autre direction. Elle se concentra désormais sur ses relations. Des amis de longue date, des familles qui ne sont pas très proches, des affaires louches qui ont été dissimulées il y a des années. Un indice, presque imperceptible, apparut grâce à une transaction financière effectuée par une personne extérieure. Cette personne avait travaillé discrètement avec Jonathan. Il s'agissait d'un achat en espèces effectué dans une station-service près de la frontière mexicaine. C'était la première véritable piste, petite mais suffisante pour guider l'équipe. Monique observait tout de près. Pas comme quelqu'un qui observe, mais comme quelqu'un qui participe activement. Bien qu'elle soit encore en convalescence émotionnelle, elle travaillait déjà comme analyste pour aider à l'opération. Connaître le comportement, la façon de penser et d'agir de Jonathan était un avantage. Elle savait qu'il ne s'enfuirait nulle part. Jonathan aimait avoir le contrôle. Il préférait rester dans des endroits importants. Il en avait donc conclu qu'il ne se cacherait pas dans les grandes villes. Il choisirait un endroit éloigné, mais avec un accès facile aux voies de sortie du pays. La salle principale de la base de la CIA à Langley n'était pas un endroit ordinaire. Ce n'était pas à cause de la simplicité de la construction ou des équipements de sécurité dissimulés dans chaque recoin. C'était à cause de la signification particulière de cet endroit. Pendant de nombreuses années, des personnes qui avaient été confrontées aux secrets les plus difficiles du monde s'étaient assises là. Elles avaient dirigé des opérations qui n'apparaîtraient jamais dans les livres d'histoire. Ils ont également dû supporter le poids de décisions qui ont changé le cours de plusieurs pays. C'est précisément à cet endroit que Monique est entrée pour la première fois, après avoir été déclarée innocente. Elle n'est pas entrée avec faiblesse, mais avec la force tranquille de quelqu'un qui revient pour changer les choses. Il y avait une atmosphère particulière dans cet endroit. On aurait dit que tout le monde savait qu'il ne s'agissait pas simplement d'un retour au travail. C'était la fin d'une époque, mais aussi le début d'une autre, beaucoup plus grande. Lorsque Monique traversa le hall, elle remarqua que les gens la regardaient lentement. Ce n'était pas avec jugement, mais avec admiration. Ils savaient ce qu'elle avait traversé. Ils savaient qu'elle n'était pas là par politesse ou pour aider le groupe. Elle était là parce qu'elle était la plus préparée, la plus puissante, la plus déterminée. Sa promotion au poste de responsable national de la CIA n'était pas un cadeau. C'était un changement de cap, c'était la justice, sous une forme très claire et directe. Le directeur par intérim, un homme calme et peu loquace, lui a officiellement rendu hommage. Vous avez parlé de manière simple et directe. Aujourd'hui, ce poste est à vous. Ce n'est pas le système qui a décidé, c'est vous qui avez réussi à vaincre le système. Puis il a fait un pas en arrière. Monique a ainsi pu se placer au milieu de la pièce. Là, devant de nombreux agents et personnalités importantes, elle a pris une profonde inspiration avant de commencer à parler. Quand elle a pris la parole, sa voix résonnait avec la certitude de quelqu'un qui a souffert, mais qui ne voulait pas se décourager. Elle n'a pas parlé pour se poser en victime, ni pour se venger. Il l'a appelée. Il a déclaré qu'à partir de ce moment, la tâche principale de l'agence serait claire. Trouver, combattre et éradiquer toute forme de corruption en son sein et dans les institutions, à commencer par les forces de sécurité publique. Il a ajouté que les ennemis de la justice ne se cachent pas toujours derrière un masque ou dans l'ombre. Parfois, ils portent un uniforme, ont un badge et serrent la main des dirigeants politiques. C'est pourquoi la lutte ne se ferait pas seulement à l'extérieur, elle se ferait à l'intérieur même des structures. Un travail très minutieux, discret,
très ferme. L'équipe a écouté en silence. Avec respect, il n'y a pas eu d'applaudissements à la fin. Il n'y avait pas de sourires heureux. Il y avait quelque chose de beaucoup plus important. Le dévouement. Il savait qu'il se trouvait face à quelqu'un qui parlait avec la force de ceux qui ont vécu chaque erreur du système, et c'est pourquoi elle était plus prête que quiconque à les corriger. Les jours suivants, Monique s'est consacrée à son travail avec une énergie débordante. Elle a formé des équipes pour examiner les anciens dossiers. Elle a demandé des audits dans les secteurs les plus importants de la CIA. Elle a également suggéré de créer un groupe de travail en collaboration avec le FBI. Ce groupe enquêtera sur les cas d'abus de pouvoir et de falsification de preuves au sein des polices d'État. Pour certaines personnes, ces actions semblaient très extrêmes. Pour d'autres, c'était la seule solution possible. Elle ne se souciait pas des murmures des gens ni des réunions difficiles qu'elle provoquait. J'étais là pour faire ce que j'avais à faire. Un point, c'est tout. En dehors du travail, Monique se sentait très fatiguée. Une fatigue qui ne se voyait pas sur son visage, mais qui se manifestait dans les longs moments de silence. Cela arrivait quand je posais mon téléphone et que je regardais le plafond, en repensant à tout ce que j'avais vécu. Elle faisait encore des cauchemars sur la prison froide, le regard du juge qui évitait le sien, et la forte poussée de Jonathan contre la voiture. Il y avait des marques dans cette région qui ne disparaîtraient peut-être jamais complètement. Mais elle ne voulait pas oublier. Elle voulait changer. Utiliser chaque marque comme source d'énergie. La relation avec sa famille devait également être repensée. Sa mère, qui auparavant regardait le travail de sa fille avec fierté et inquiétude, ressentait désormais le poids d'avoir vécu la peur de perdre quelqu'un à cause d'une injustice. Camille, sa sœur, était celle qui était restée le plus à ses côtés dans les coulisses. Elle lui avait dit quelques mots, mais pleins de sincérité. Lorsque Monique est rentrée chez elle pour la première fois après tout ce qui s'était passé, elle a trouvé un mot sur le réfrigérateur. Le mot disait « Tu as gagné à l'extérieur. Maintenant, gagne à l'intérieur ». Elle a mis ce papier dans son portefeuille. Je savais que j'avais raison. La lutte à l'extérieur s'était terminée par une victoire. Mais celle à l'intérieur était toujours en cours. Monique avait changé. Quelque chose en elle avait changé. Sa croyance aveugle dans le système avait fait place à une vision plus mature. On comprend désormais que la justice ne fonctionne pas toute seule, comme une machine. C'est quelque chose qui se fait tous les jours, avec les mains des gens. C'est pourquoi il peut y avoir des erreurs. Mais en même temps, elle a également compris que cette faiblesse était précisément ce qui rendait son travail si important. Le système avait besoin de personnes comme elle, des personnes qui ont traversé des moments très difficiles, et qui ont néanmoins décidé de rester. Vous avez décidé de vous battre. Elle a commencé à se rendre en personne dans les lieux où sont formés les nouveaux agents. Non pas comme une personne inaccessible, mais comme quelqu'un qui souhaite partager son expérience. Elle racontait son histoire de manière directe, sans fioriture. Elle disait que les livres enseignaient la vie à la campagne, mais pas la déception. Et que le plus important dans une carrière comme celle-ci n'était pas d'être fort, mais d'être juste. La force sans justice n'était qu'une autre forme de contrôle. Monique est devenue plus qu'une simple employée promue. Elle est devenue un symbole. Mais elle-même n'acceptait pas ce rôle. Elle disait que les signes ne changent pas les choses, mais que les personnes dévouées, oui. Elle voulait être quelqu'un qui se souciait de la vérité, même si la vérité était difficile à entendre, même si cela lui faisait mal, cela en valait la peine, même si cela lui coûtait des nuits blanches. Jonathan est passé au Mexique avec de faux papiers. Il avait prévu son itinéraire et a reçu l'aide de contacts qui lui devaient des faveurs. Ce n'était pas un homme ordinaire en fuite. C'était quelqu'un de préparé. Il connaissait les failles du système de sécurité. Il savait exactement quelles règles respecter. Plus important encore, elle savait également quelles règles pouvaient être ignorées. La ville de Monterrey, avec ses montagnes, ses petites rues et ses zones rurales, était l'endroit idéal pour ceux qui voulaient se cacher. Elle n'était pas aussi remarquable que les villes côtières. Elle n'était pas aussi animée que la capitale. Et pour ceux qui avaient de l'argent et des amis pour les aider, elle offrait suffisamment pour vivre et se déplacer en toute sécurité. Monique lisait les rapports tous les jours. Même s'il occupait désormais un nouveau poste à la CIA, il estimait que son lien avec cette affaire était trop personnel pour être confié à quelqu'un d'autre. Non seulement parce qu'il était la personne la plus touchée par cette intrigue, mais aussi parce qu'il savait mieux que quiconque le danger que Jonathan représentait encore. Pour elle, tant qu'il serait en liberté, justice ne serait pas faite. Le système n'acceptait pas les problèmes en suspens. Mais le cœur de ceux qui avaient été victimes d'un plan aussi perfide
ne pouvait supporter l'idée d'une fin incomplète. C'est par une chaude matinée de mercredi qu'un appel du service de renseignement du FBI au Texas a apporté la première information importante. Un homme ressemblant à Jonathan avait été vu dans un village près de la frontière. Il essayait d'acheter un petit bateau en espèces. Le vendeur a trouvé le comportement de cette personne étrange. Il a remarqué sa façon de se déplacer et a remarqué qu'elle était pressée, mais essayait de le cacher. Il n'en a pas parlé sur le moment. Mais après avoir vu la photo dans un article sur Internet, il a pris contact. Cela a suffi pour lancer une enquête plus approfondie. La chasse a commencé. Monique a choisi 10 agents de terrain très expérimentés, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Les premiers étaient chargés de surveiller les petites routes. Ils sont également entrés dans les villes pour observer et dessiner des cartes des endroits où ils pouvaient se cacher. Les 5 autres devaient empêcher toute tentative de traverser le fleuve. Aucun pas ne pouvait être fait sans protection. Il ne fallait laisser aucune marge de manœuvre. L'objectif était simple: arrêter Jonathan vivant, rassembler toutes les preuves possibles et le traduire devant les tribunaux qui, selon eux, l'avaient déjà condamné. Le quartier général de l'opération fut installé dans les environs de Nuevo León. Il faisait chaud et sec, le sol était accidenté, la logistique était compliquée. Tout était fait pour rendre la tâche plus difficile. Mais les agents étaient prêts. Ce furent des jours de surveillance silencieuse. Des écoutes furent mises en place et des drones survolèrent certains endroits. Les plaques d'immatriculation furent vérifiées et les habitants de la région interrogés. Chaque jour, le filet se resserrait. Jonathan s'était caché dans une petite maison sur les hauteurs, à environ 40 km de Monterrey. C'était un endroit isolé, entouré de plantes sèches, de rochers et d'un chemin de terre. Seuls les véhicules à 4 roues motrices pouvaient y passer. Cette nuit-là, Monique ne s'est pas couchée tôt. Elle était restée éveillée tard, à examiner le rapport de la journée. Les photos prises par le drone montraient une silhouette qui se déplaçait discrètement. Jonathan ne sortait presque jamais de chez lui. Il portait un chapeau et des vêtements à manches longues. Il portait également des lunettes de soleil. Il avait toujours des doutes. Malgré tout, 2 analystes en reconnaissance faciale avaient déjà identifié cette personne avec certitude. Il était présent. Maintenant, ils sont également inclus. Le plan a été mis en œuvre de 2 manières. Le lendemain matin, les 5 agents terrestres ont pris la route. Ils roulaient en silence, dans des voitures prêtes à intervenir n'importe où. Au même moment, les 5 agents terrestres surveilleraient le canal le plus proche. D'après les informations dont ils disposaient, Jonathan voulait trouver un nouvel itinéraire pour s'échapper. Les messages entre les équipes étaient protégés, directs et sécurisés. Chaque mouvement était planifié avec soin. Lorsque le jour se leva, les agents étaient en place. La chaleur commençait déjà à réchauffer les pierres et le sol sec. Les plantes faisaient du bruit sous les bottes. Du haut d'une colline voisine, Monique observait avec des jumelles. Selon les règles, elle n'avait pas besoin d'être là. Mais elle était comme ça. Elle n'aurait jamais accepté de diriger de loin quelque chose qu'elle pouvait affronter de près. Lorsque la personne à la radio a annoncé que la cible était dans la maison, l'opération a commencé. Des mouvements sûrs et silencieux. Sans bruit. Jonathan s'en rendit compte trop tard. Lorsqu'il entendit le premier avertissement venant de l'extérieur, des armes étaient déjà pointées vers toutes les issues. Il tenta de s'enfuir, mais fut pris au piège. Il fut capturé vivant et se rendit sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. La scène était très significative. L'homme qui avait utilisé la force pendant si longtemps devait désormais accepter ce qu'il détestait le plus. La vérité. La règle est suivie par les personnes sincères. Et par-dessus tout, la justice doit être rendue avec calme. Pas besoin de spectacle, mais cela doit être fait avec soin. Jonathan a été arrêté, fouillé et emmené rapidement dans la voiture. Il n'a pas regardé Monique, même lorsqu'elle s'est approchée. Elle n'a rien dit. Ce n'était pas nécessaire. Sa présence en disait long. C'était la fin de tout échappatoire, la fin de son sentiment de supériorité, la fin d'une période qu'il avait commencé en pensant qu'il maîtrisait. Monique observait tout de près. Elle était assise à l'avant de la voiture blindée. Ses yeux étaient rivés sur la route. Ils étaient attentifs, mais ne se pressaient pas. Il savait que le plus dur était déjà passé, mais il comprenait aussi qu'il y avait encore des dangers. Jonathan était un homme qui connaissait beaucoup de monde. Même coincé sur la banquette arrière de la voiture, même perdu à ce moment-là,
Il avait encore en lui la force qu'il avait construite au fil des ans. C'était avant tout quelqu'un qui savait bien planifier les choses. Les stratagèmes ne livrent rarement le jeu sans tenter un dernier coup. Alors que les voitures roulaient sur la route de terre en direction de la route principale, les équipes communiquaient en code. Elles observaient constamment ce qui se passait autour d'elles. Des drones survolaient la région, enregistrant les endroits hors de vue. Des hommes armés surveillaient les chemins alternatifs possibles. Nicolas, qui s'occupait de la capture, savait que cette traversée était importante et ne pouvait être ignorée. Une évasion planifiée par Jonathan pouvait comporter des pièges, des tentatives d'aide ou même des accords avec des bandits de la région. Personne ici ne considérait ce transport comme un simple moyen de se déplacer. C'était le dernier obstacle. Et il fallait donc que ce soit parfait. Céline se trouvait en hauteur sur la route. Elle était équipée de jumelles et assistée d'une équipe de tireurs d'élite. Ses yeux parcouraient les montagnes, attentifs aux moindres mouvements suspects. Elle retenait son souffle. Ses muscles étaient tendus, mais son esprit était concentré. Monique, qui était dans la voiture, savait qu'elle pouvait lui faire confiance. Elles avaient traversé les mêmes épreuves et portèrent les mêmes cicatrices invisibles. Ce lien était plus fort que n'importe quelle règle de sécurité. Jonathan restait silencieux sur la banquette arrière, mais ses yeux, qui apparurent un instant dans le rétroviseur, révélaient quelque chose qui inquiétait Monique. Ce n'était pas le regard d'un homme qui avait perdu. C'était le regard d'une personne qui pensait encore avoir une carte secrète. Monique le vit. Et à ce moment-là, elle comprit que le véritable obstacle n'était pas seulement physique, mais aussi mental. L'arrêter n'était qu'une partie du travail. Le briser, le faire avouer la vérité, révéler les noms, les plans et les indices qui étaient encore cachés, voilà où résidait le véritable combat. Lorsque le groupe de voyageurs arriva sur la route goudronnée, les radios commencèrent à capter des messages d'alerte. 2 voitures suspectes ont été aperçues à quelques kilomètres de là, mais elles roulaient dans la même direction. Nicolas a demandé de changer de route immédiatement. La file de voitures a bifurqué sur une route plus petite. Cette route était entourée de rochers et d'une végétation dense. C'était un risque qu'il pensait pouvoir prendre. Il préférait affronter une route difficile plutôt que de courir le risque d'un piège sur la route principale. La pression montait. Chaque virage était surveillé. Chaque signal de téléphone portable était vérifié. Les voitures avançaient prudemment. Les phares étaient éteints. Seuls les feux de croisement éclairaient la route poussiéreuse. Monique regardait autour d'elle. Elle sentait une forte énergie dans son corps. En même temps, elle avait l'étrange sensation d'avoir le contrôle de la situation. Ce n'était pas un manque d'humilité. C'était la certitude que, malgré le danger, ils avaient une longueur d'avance. Jonathan avait pensé qu'ils étaient plus faibles qu'ils ne l'étaient en réalité. Maintenant, coincé sur la banquette arrière, il était obligé d'assister à la chute de son propre réseau. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit convenu avec l'hélicoptère pour partir, la nuit était déjà tombée. L'aire d'atterrissage improvisé, éclairé par des lampes portatives, ressemblait à une zone claire au milieu de l'obscurité. Le bruit des hélices fendant l'air venait des montagnes. Il était faible en raison de la distance, mais il se rapprochait rapidement. Monique sortit de la voiture et regarda l'hélicoptère qui atterrissait. C'était la preuve que cette partie de la mission était presque terminée. Nicolas la rejoignit. Son visage trahissait sa fatigue, mais il fit un petit geste qui montrait qu'il était satisfait. « Il est temps de le ramener à la maison », dit-il simplement et directement. Monique se contenta d'acquiescer. Elle savait qu'une « maison » n'était pas la même chose qu'un foyer. C'était la prison fédérale où Jonathan passerait les prochaines années. C'était l'endroit où il allait enfin faire face aux conséquences auxquelles il avait toujours réussi à échapper. Alors que les agents emmenaient Jonathan vers l'hélicoptère, il regarda Monique. Pendant un court instant, il sembla essayer de comprendre cette femme. Il avait essayé de lui faire du mal, mais elle était là, debout, avec un regard qui trahissait sa victoire silencieuse. Monique, cependant, ne lui offrit pas l'occasion d'une dispute verbale. Elle se contenta de le regarder avec le calme de quelqu'un qui sait que son impunité touche à sa fin. L'hélicoptère s'éleva et disparut dans l'obscurité, qui n'était éclairée que par quelques lumières lointaines de la ville. Monique resta quelques secondes à regarder le ciel. Elle respira profondément et ressentit l'importance de ce moment. Ce n'était pas la fin. Il restait encore des enquêtes, des rapports, et des poursuites judiciaires. Il y avait encore des problèmes dans les institutions qui nécessitaient une attention particulière.
mais l'étau s'était resserré. Jonathan, l'homme qui avait longtemps cru qu'il ne pourrait jamais être arrêté, n'était désormais plus qu'un prisonnier sous surveillance. Monique regardait Jonathan en silence. Assise de l'autre côté de la cabine, elle le regardait. Ce n'était pas avec mépris, mais avec beaucoup d'attention, comme si elle voulait se souvenir de ce moment. Elle voulait garder en mémoire la véritable image de cet homme. Sans uniforme, sans l'air d'un homme qui commande, sans le soutien d'un système corrompu qui l'avait aidé pendant si longtemps. Jonathan était là, tel qu'il avait toujours été, un homme ordinaire. Il avait peur des conséquences et essayait de trouver des solutions là où il n'y en avait plus. L'hélicoptère se dirigeait vers la base aérienne située sur le sol américain. Pendant que la radio parlait de l'arrivée, Monique repensait à tout ce qui s'était passé. Depuis le moment où elle avait été arrêtée à tort jusqu'à l'instant où elle voyait la personne qui lui avait fait du tort se rendre à son propre procès. Ce n'était pas seulement une victoire pour l'institution. C'était une victoire personnelle. Cela avait été difficile et semé d'embûches. Chaque choix, chaque combat, chaque nuit passée à ressentir le goût amer de l'injustice. Tout cela l'avait menée jusqu'à ce moment. Lorsque l'avion atterrit, un groupe d'agents fédéraux attendait déjà dans la cour éclairée par de puissants projecteurs. Le vent des hélices faisait voler les manteaux et les cheveux des personnes présentes. Jonathan sortit sous forte protection. Il avait des chaînes supplémentaires attachées aux chevilles. Les personnes présentes, des officiers, des avocats et des journalistes, sont restées silencieuses pendant qu'il passait. C'était un moment grave. Il y avait un poids qui n'avait pas besoin de mots. Monique est descendue juste après. Il a reculé de quelques mètres et a regardé la scène. Il ne voulait pas être le centre de l'attention, ni recevoir des éloges à ce moment-là. Il voulait juste s'assurer que Jonathan arrive à sa cellule, qu'il franchisse ses portes en sachant que, cette fois, il n'avait plus personne pour le sauver. Que le monde réalise que même les personnes qui semblent invulnérables peuvent échouer. À la prison fédérale, les gestes étaient précis. Empreintes digitales, photos d'identité et vérification des documents. Jonathan a été fouillé, ses données ont été enregistrées et il a été conduit dans une cellule séparée, loin des autres détenus, pour des raisons de sécurité. Monique observait tout depuis les écrans de la salle de contrôle. Elle se tenait debout, les bras croisés, et regardait attentivement. Lorsque la dernière porte en acier s'est refermée derrière lui, elle a pris une profonde inspiration. Elle a senti comme si un poids lourd avait été retiré de ses épaules. Ce n'était pas un soulagement complet. C'était quelque chose de plus intense. La certitude que, malgré les difficultés, cela avait valu la peine de se battre. Nicolas entra dans la pièce à côté d'elle et lui tendit un verre d'eau. « C'est fait », dit-il d'une voix pleine d'une joie contenue. Monique prit le verre. Elle regarda le liquide clair, mais ne but pas tout de suite. Elle comprenait que cette victoire n'était qu'une partie de l'histoire. La base qui avait aidé Jonathan à réussir était toujours présente. Elle apparaissait dans de petites fissures, sous d'autres formes cachées et dans des aides discrètes. Mais au moins, à ce moment-là, une partie importante avait été retirée du jeu. Plus tard, au bureau, Monique s'assit seule à son bureau. Elle prit un stylo et commença à rédiger le rapport sur la mission. Les mots sortaient, comme si chaque pas, chaque risque et chaque décision lui revenait à l'esprit. Elle ne rendait pas la chasse belle ou idéale. Elle n'embellissait pas les faits. Elle racontait les histoires avec précision. Elle savait que les histoires les plus importantes sont celles qui sont racontées de manière directe, sans rien cacher. Lorsqu'elle eut terminé, elle relut tout le texte à voix basse. Elle sourit. Un sourire doux, simple, mais sincère. C'était le sourire de quelqu'un qui comprend que, même dans les moments les plus difficiles, il y a encore place pour l'espoir. Quelques jours plus tard, le procès de Jonathan a lieu. La grande salle du tribunal fédéral était bondée en cette matinée nuageuse. Le public parlait à voix basse et s'est tu lorsque le juge est entré. Il s'assit sur la chaise haute, sous le symbole de la justice. Il n'y eut aucune présentation, seulement un sentiment d'attente. Tout le monde semblait comprendre que ce jour-là ne serait pas un jour comme les autres dans le système judiciaire. C'était un jour où tout le système se regardait dans le miroir, à cause de la chute d'un de ses membres. C'était le jour où Jonathan serait jugé définitivement. Monique était au premier rang. Elle était vêtue de noir. Ses mains étaient jointes sur ses genoux. Elle regardait droit devant elle, sans détourner le regard. Elle avait décidé de ne pas participer directement à l'accusation. Saviez-vous que la victoire ne viendrait pas parce que vous étiez le principal protagoniste,
mais grâce à la force des preuves que vous aviez rassemblées à force de travail acharné, de dévouement et de volonté de continuer, la vérité était dans les documents, dans les déclarations des personnes, dans les films et dans les enregistrements. Elle n'avait plus besoin de parler. Ce que j'avais à dire était déjà écrit dans les rapports volumineux qui avaient été présentés. Le moment était venu pour la justice institutionnelle de se manifester clairement. Le procureur a commencé à parler calmement, sans exagération. Il n'était pas nécessaire d'agiter les jurés ou le public. Les faits étaient là. Un par un, ils ont été présentés. Les enregistrements audio dans lesquels Jonathan pensait forcer le juge. Les vidéos montrant ses amis observant la maison familiale. Les aveux de ses collègues, qui, après avoir subi des pressions, ont révélé le plan. Il n'y avait aucun doute à ce sujet. Il s'agissait d'une situation avec de nombreuses preuves qui s'assemblaient, comme des briques, et ne pouvaient être niées. La défense, dirigée par un avocat célèbre, a tenté de minimiser les problèmes. Ils ont cherché des détails et posé des questions sur la manière dont les choses avaient été faites, et sur les délais, mais chaque argument était soigneusement réfuté. La tactique de l'avocat, qui tentait de montrer que les preuves étaient mauvaises, échouait face à la force des preuves qui avaient été rassemblées. Le jury écoutait en silence. Leurs yeux allèrent du procureur au juge, puis à Jonathan. Il était assis sur le banc des accusés et n'avait plus le regard provocateur. Jonathan était immobile. Monique remarquait de petits signes. Il tapotait légèrement ses doigts sur son genou. Son regard était fixé sur le sol. Sa mâchoire était crispée. Son corps exprimait ce qu'il ne disait pas avec des mots. Il comprenait que la fin était arrivée. Plus que la décision, il savait que ce qui était en train d'être détruit là, c'était sa réputation, son pouvoir, l'image qu'il s'était construite au fil des ans. Il avait toujours pensé qu'il ne s'assiérait jamais sur ce banc. Maintenant, il était là, devant tout le monde, sans aucun endroit où se cacher. Le juge écouta calmement chaque partie. Il posa des questions directes. Il relut les documents. Il regarda à nouveau les vidéos importantes. C'était un homme qui ne parlait pas beaucoup, mais qui écoutait avec une attention surprenante. Lorsqu'il annonça qu'il allait rendre son verdict, tout le monde dans la salle retint son souffle. Le verdict n'était pas surprenant, mais il y avait un sentiment fort qui rendait ce moment plus important que les mots prononcés. Le juge a déclaré Jonathan coupable d'abus de pouvoir, de contrainte, d'entrave à la justice, de fabrication de fausses preuves et d'association avec des criminels. La peine est de 7 ans de prison fédérale. La personne doit purger les 2/3 de sa peine, avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Outre la prison, le juge a décidé que la personne devait perdre son poste au sein de la police pour toujours. Il a également ordonné à la personne de verser une importante somme d'argent à Monique. Cela est dû au préjudice qu'elle a subi, qui était émotionnel, physique et professionnel. Les mots ont été prononcés dans la salle d'audience avec une force tranquille. Ils semblaient être des coups de marteau qui scellaient une porte qui, enfin, se fermait. Monique n'a pas réagi immédiatement. Elle a senti les mots pénétrer lentement en elle. Ils se sont installés en elle, comme des pierres posées avec soin sur une tombe. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas une joie intense. C'était une paix particulière, celle de quelqu'un qui comprend que justice a été faite, même après un long combat. C'était une sensation agréable de voir ce poids m'être enlevé. Mais c'était aussi la nouvelle tâche de continuer à se souvenir de cette bataille. Alors que Jonathan partait avec les agents, les appareils photo des journalistes prenaient des clichés avec des flashs rapides. Le bruit des appareils photo immortalisait une scène importante, mais Monique ne prêtait pas attention aux journalistes. Elle était concentrée ailleurs. Elle regardait les visages des personnes dans le public. Elle voyait ses collègues et les agents qui avaient travaillé dur avec elle. Ils comprenaient ce que ce moment signifiait. Vous saviez qu'il ne s'agissait pas seulement de Jonathan, il s'agissait du fonctionnement du système, des fissures qui sont visibles. Le changement est quelque chose qui peut vraiment arriver. Beaucoup de gens croient qu'il est possible de changer leur vie. Certains veulent être plus heureux. D'autres souhaitent apprendre de nouvelles choses. Pour cela, il est important d'avoir du courage et de faire des efforts. Penser positif aide aussi. Ainsi, tout le monde peut trouver des moyens de changer la réalité. Les changements peuvent être petits ou grands, mais ils sont toujours importants. Avec de la détermination, il est possible d'atteindre ses objectifs et de transformer sa vie pour le mieux. En sortant du tribunal, Monique respira l'air glacial du matin. Elle regarda le ciel nuageux
Nicolas la rejoignit et marcha à ses côtés sans dire un mot. Ils n'avaient rien à se dire à ce moment-là. Ils avaient suivi le même chemin et la même mission. Ils savaient que c'était une victoire. Mais ils se souvenaient aussi que la bataille était plus importante que n'importe quelle situation particulière. Au tribunal, quelques jours après la décision concernant Jonathan, de nouvelles réunions ont commencé. Il s'agissait de noms moins connus, que beaucoup de gens ne connaissaient peut-être pas, mais qui étaient également très dangereux dans la machine de la corruption. Des hommes et des femmes qui agissaient dans l'ombre. Le policier qui ne voyait rien d'anormal lors de ses patrouilles, l'employé qui modifiait les informations dans les rapports, l'informateur qui transmettait des données internes pour des actions illégales. Chaque personne, chaque élément, désormais révélé par la force des preuves qui ont été rassemblées. Monique assistait aux audiences avec beaucoup d'attention. Il n'était pas là pour se venger, mais parce qu'il comprenait que justice devait être faite dans son intégralité. Je voyais chaque témoignage, chaque différence dans les déclarations, chaque effort infructueux pour expliquer l'inexplicable. Beaucoup ont tenté de minimiser leurs actes. Ils ont dit qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres, ou qu'ils ne connaissaient pas la véritable importance de leurs actes. Cependant, les enregistrements audio et les messages qui ont été captés ne laissaient aucune place au doute. Le tribunal disposait non seulement de fragments de conversation, mais aussi d'un lien direct qui reliait tous ces éléments au réseau de Jonathan. Le procureur a mené les affaires avec la même force qu'il avait utilisée contre Jonathan. Il était organisé et minutieux. Il n'était pas pressé, comme quelqu'un qui connaît l'importance de ce qui se passe. Chaque nom qui apparaissait dans le banc des accusés signifiait plus qu'une simple personne coupable. C'était le signe d'un mal plus grave. Et c'est pourquoi, chaque fois que quelqu'un était condamné, il ne s'agissait pas seulement de régler des comptes. C'était un pas de plus vers la réparation des institutions. Les premiers à être condamnés ont été les 3 policiers qui avaient participé à l'enlèvement du juge et de sa famille. Le tribunal n'a pas utilisé de mots faciles pour dire qu'ils avaient été des complices importants dans un acte de pression inacceptable. Les personnes ont été condamnées à 3 ans de prison. Elles ont également perdu leur emploi dans la fonction publique et ne peuvent plus exercer aucune fonction liée à la sécurité publique. Monique a regardé leur visage lorsqu'ils ont entendu la sentence. Il n'y a eu ni cri, ni protestation. Il y avait un silence profond, celui de ceux qui comprenaient que cette chute était juste. D'autres personnes qui ont aidé, comme celles qui ont modifié des documents et falsifié des preuves, ont été condamnées à des peines de 2 à 4 ans. Elles doivent également payer des amendes et perdre certains droits pendant un certain temps. Plus que le temps passé en isolement, le pire était la marque que cela laisserait sur leur CV. Elles ne retrouveraient plus jamais leur emploi. Elles ne seraient plus des éléments cachés au sein du système. Ils ont été exposés au grand jour. Cette exposition à elle seule était une punition longue et sans retour. Nicolas, qui était assis près de Monique lors d'une des réunions, a déclaré avec sérieux « C'est plus que la justice personnelle. C'est un signe, un message. » Monique a répondu que oui. Saviez-vous que ce n'était que le début d'un grand nettoyage? C'était un mouvement qui pouvait motiver d'autres enquêtes dans d'autres États et dans d'autres villes. Saviez-vous que, même avec toutes les sanctions, il n'y aurait pas de solution totale aux problèmes qui avaient été causés, mais il y avait bien une reconstruction en cours. Et c'était déjà plus que ce qu'elle imaginait quelques mois auparavant, lorsqu'elle était assise dans cette cellule glaciale, sans foi dans le système. Lorsque le dernier nom a été appelé, Monique est restée assise sur le banc pendant quelques minutes, même après que les gens aient quitté la salle. Elle a regardé l'espace qui était désormais silencieux. Les chaises étaient vides. L'endroit où se trouve le juge était éclairé par une faible lumière de fin d'après-midi. Elle a senti qu'un poids lui quittait le dos, non pas parce qu'elle pensait que tous ses problèmes étaient terminés, mais elle sentait qu'une étape était franchie. Le système avait des problèmes, mais il avait fonctionné lorsqu'il avait été mis sous pression. Cela seul était une victoire dont elle se souviendrait. De retour à son bureau, Monique a sorti la vieille photo de famille qu'elle gardait dans son tiroir. Elle a regardé les visages heureux de sa mère et de sa sœur, qui étaient encore adolescentes. Elle a lentement passé son doigt sur l'image. Elle a pensé à ce qu'elle dirait en voyant tout ce qui s'était passé. Elle a pensé à la fierté, à la tristesse et à la force de continuer. Elle a compris, une fois de plus, pourquoi elle avait choisi cette voie. Il ne s'agissait pas seulement de crimes, il ne s'agissait pas seulement d'opérations. Il s'agissait de personnes.
Il s'agissait de veiller à ce que personne d'autre ne vive les mêmes expériences qu'elle. Ouvrir des portes peut entraîner des difficultés. Cela peut laisser des marques et des cicatrices. Mais ces expériences sont importantes. Elles nous aident à grandir et à apprendre. Avant de terminer son travail, il envoya un petit message à Céline. « Merci de me soutenir. Nous avons encore un long chemin à parcourir. » Alors, dans le silence de la fin d'après-midi, il a éteint son ordinateur, éteint la lumière et quitté le bâtiment en regardant l'horizon, parce qu'il comprenait que, même avec chaque victoire, le monde avait encore besoin de personnes qui avaient le courage d'affronter ce qui est mauvais. Cela doit être fait tous les jours, sans relâche.